Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Salut. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, c'est le vieux de la vieille. En fait, d'abord, je vais présenter celui qui est toujours là. Celui qui... C'est un petit peu le gars, c'est Dédé au bar, qui est toujours au coin. Au coin du bar, voilà, c'est ça. C'est bien moi, je suis là, je ne bouge pas, je reste là à siroter ma bière. Exactement, il est là et il a toujours un avis sur tout, c'est ça qui est important, c'est Vincent. Salut Vincent. Bonjour à tous. Voilà, ça attaque de suite, il y a des gens qui disent qu'il y a des femmes dans mon frigo, ne vous en faites pas, elles vont bien. C'est de la private joke, en tout cas, elle ne peut plus se défendre à l'heure qu'il est, c'est ça qui compte. Ensuite, on accueille. Il est là, il est sur le coin inférieur droit de son propre écran. Parce que il travaille dans l'image, mais tout ce qui est centré, tout ça, c'est pas son truc. Faut pas lui en vouloir. Hein. Voilà, il y a pas de problème. Chacun, de toute manière, on juge personne ici. C'est Johan qui est là. Johan, en fait, vous l'avez déjà vu. Salut Johan, déjà. Salut. Et en fait, Johan, vous l'avez déjà vu sous le nom de Osmose dans ce chat. Vous qui êtes là tous les dimanches où il y a cette émission incroyable. Voilà, il est là et en fait il est partout. Il est dans le chat et il est ici. Donc Johan, il est machiniste. Et on va voir de suite avec lui ce que c'est. Mais déjà les gars, comment ça va? Ça va super. Ça va, écoute, ça va plutôt bien. On est allé au cinéma un peu ou on a rien foutu? Alors on est allé au cinéma et on a aussi pas bougé de son canapé. Et du coup ça permet de regarder plusieurs choses à la fois quoi. Bah j'ai envie de dire que c'est le meilleur programme. Oui, parfait. C'est ça. Donc voilà. Oui, c'était plutôt bien. Les amis, en tout cas, dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, tout ça. C'est un peu embêtant au bout de 20 minutes d'émission, de nous dire qu'on n'entend pas les invités. mais là, ça a l'air d'aller. Hein, mais je veux dire, je préfère en parler de suite. Voilà. 20 minutes, non, ils sont sympas, mais ils parlent pas fort quand même. Donc voilà. Et pareil, si vous m'entendez pas, mais je pense que vous m'entendez bien là. Donc tout va bien. Tranquillou le son. Merci les amis. On va démarrer de suite avec toi. Il y a toujours pas de jingle dans cette émission parce que ça coûte trop cher. mais c'est pas grave. C'est pour 2021 ça. C'est ça coûte bien trop cher. Déjà on a une nouvelle intro. Je sais pas si vous avez remarqué les amis. Oui, c'est ce que j'ai vu. Je suis resté bouclé devant ça. Chuck Norris. C'est vraiment, on a un budget maintenant. Salut l'ami des dragons Asgaroth. Je t'ai jamais vu dans le chat encore, ça fait plaisir de voir des nouveaux noms. Oui. Voilà, merci de follow, c'est très sympa. Merci pour ton follow, merci. C'est très sympa, tu vas voir, on est des gens sympas et surtout on parle de cinéma et c'est deux choses qui vont bien ensemble. Donc, Johan, tu vas passer sur le grill encore une fois. Tu vas nous expliquer un petit peu. En fait, je sais pas si vous dans le chat vous regardez souvent les génériques de fin hors Marvel, hein, parce que tout le monde. Salut Wanishba. Hors Marvel, parce que tout le monde regarde les génériques de fin Marvel parce qu'il y a toujours un truc qui vient après. Mais quand vous regardez des génériques en général, ce que je fais de plus en plus souvent, d'ailleurs, grâce à vous ou à cause de vous, on peut voir des noms qu'on comprend pas trop dans le cinéma. Mais je suis marvelien aussi, c'est pas grave. Non, c'est Asgaroth qui nous dit ah merde, je suis marvelien, mais c'est pas grave, hein, chacun ses trucs. Et bref, vous voyez machiniste par exemple, machinerie, machiniste, machino. Et donc en fait, c'est Johan qui est derrière absolument tous les films où il y a marqué machino. Non, ça serait incroyable. Mais je pense qu'il serait pas là. Et ta copine d'ici, Asgaroth? Ah merde. Écoute, la guerre est déclarée. Au moins t'as une meuf. Écoute, si t'es venu là pour te la péter, Asgaroth, c'est pas très sympa. Écoute, si t'es venu là pour faire chier, écoute, en tout cas, on va voir un petit peu. Tu vas nous parler de ton boulot. En même temps, je montre une vidéo. Voilà, hop là. Non, c'est celle-là, mais là, je suis tout seul. En fait, on va faire ça à plusieurs. Ce sera mieux comme tout. Voilà. On voit un petit peu ce que tu fais ici en haut à gauche. Là, j'ai mis la vidéo la première fois de Squeezy que vous avez sûrement tous vu puisqu'il y a eu 6 millions de vues. Je me rappelle que t'avais taffé là-dessus. Exactement. Et donc, ton nom, voilà. Générique. Non, alors l'effondrement, oui et non, mais c'est sur le freestyle, c'est du plan séquence. Alors je vous le dis, il y a des cuts dedans. Comme dans tout plan séquence actuellement, franchement, il y a très peu de plans séquences non cutés, mais c'est pas grave, l'important c'est l'effet. T'as fait là-dessus. Ouais, et en fait, c'est que là, donc l'opérateur, on peut le voir, il marche à reculons.
parce que c'est le protagoniste qui avance vers la caméra. Sauf que on descend des escaliers qui sont à 30 degrés. Et faut que lui puisse garder son cadre. Donc du coup, ce que je fais en fait, c'est que moi, je fais des repérages. On s'entraîne plusieurs fois à vide, sans filmer. Et en fait, c'est moi qui, du coup, devient un peu le porteur de la caméra, dans le sens où genre je vais pas dire je soulève parce qu'il faut qu'il guides, touche le quoi. sol, mais c'est moi qui guide et c'est moi qui suis là en cas de problème. C'est-à-dire que s'il tombe en arrière, c'est moi qui le retient. Donc du coup, ça évite que la personne ait à se concentrer là-dessus, alors que il faut juste qu'il se concentre sur son cadrage, on va dire. Alors, on nous dit dans le chat que c'est fascinant. Alors je me permets de te couper, on nous dit dans le chat que c'est fascinant et ça me permet de vous dire dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions. Là, on est dans une émission où on fait parler des gens qui travaillent dans des choses que vous voyez tous les jours à la télé, au cinéma, tout ça, c'est pour vous aussi, et surtout même qu'on fait ça. Donc n'hésitez pas à poser des questions et ils vous répondront voilà, avec plaisir. Et donc tu disais là par rapport à ce freestyle de Twitter, les difficultés. C'était très compliqué parce que, comme on peut le voir un peu sur la vidéo, si on se concentre juste sur le décor, c'est vraiment des escaliers qui sont en extérieur, en intérieur. Après, on repasse sur l'intérieur. Il y a du colimaçon, il y a des petites marches, des grandes marches. Et il faut se douter que même s'il y a des cuts, on a fait beaucoup de prises. Sauf que le Steadicam, donc qui est le harnais avec le système plus la caméra, ça pesait entre 30 et 40 kilos. Donc, et pour l'opérateur, c'était compliqué. Et une fois qu'on arrive tout en bas, pour éviter que l'opérateur continue de se fatiguer, c'est moi qui prends le relais. Donc je prends juste la partie qu'on appelle le sled, c'est-à-dire la barre où il y a les contrepoids en bas et la caméra en haut, et je la mets sur mon épaule et je remonte avec. Et donc du coup, tout ça mis bout à bout, ça fait des très grosses journées, c'est très fatigant. Et en fait, c'est là où ça devient aussi dangereux quand les productions, des fois, vont demander à faire beaucoup de prises, c'est qu'ils se doutent pas que des fois, la prise de trop sur une grosse journée peut être dangereuse parce que moi je vais avoir la vigilance qui va. C'est des risques liés à la fatigue. C'est ça. C'est comme un peu. Je me permets de te couper. Alors, qu'est-ce qu'on dit? J'aimerais faire des doublages de voix car j'arrive à faire plusieurs voix, mais je sais pas comment faire pour être doubleur. Je peux répondre à cette question parce que c'est quelque chose que j'aimerais faire aussi. Et j'ai eu la chance de recevoir à Hero Brigitte Lecordier qui fait la voix. Sangoku. Oui, de Sangoku, Sangohan et tellement d'autres personnages. Bien sûr. Ce serait vraiment trop long à tous les énumérer. Elle m'a dit qu'en fait, tu peux passer par des studios de doublage qui existent. Bon, là, actuellement, je vais parler de Paris, mais qui existent dans la ville. Et il te suffit juste d'aller à un studio et à demander de passer des essais. Et c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut passer des essais. Après, c'est le talent et le hasard qui va aussi décider. C'est ça, exactement. Merci pour ta réponse, Vincent. J'espère qu'Asgarov, ça te va comme réponse. Mais on va revenir un petit peu sur le machino parce que j'avais une question qui me trottait parce que à l'époque, alors je savais que c'était toi évidemment qui a travaillé sur cette super vidéo, voilà, avec le cut à la fin. Je m'attendais à te voir parce que souvent je te vois faire des cuts, mais non. Mais alors je la remets un petit peu du début. Mais juste, je me disais comment ça nous a été présenté cette vidéo de freestyle de Twitter. C'était pour ceux qui ont pas vu, c'est Squeezie, donc un des plus gros youtubeurs français, qui a fait venir Big Flo et Oli. Ils ont choisi des mots au hasard dans le dictionnaire et ils se sont donné, je crois, 48 heures pour faire la vidéo. Est-ce qu'ils vous ont appelé en urgence ou est-ce que c'était quand même prévu depuis super longtemps et en fait il y a juste les mots? En fait, en gros, est-ce que vous aviez pris tout ce qui était technique déjà depuis longtemps et eux, la seule difficulté, c'était de faire un texte avec tous ces mots-là au hasard? Alors, cette vidéo date d'il y a quelques années, 2018. C'est ça, donc quasiment 2 ans. Je pense pas qu'on m'a appelé une semaine avant, parce que très souvent, à part quand c'est des gros projets, c'est souvent une semaine, 5 jours avant, parce qu'au final, c'est juste le temps qu'il nous faut, à part pour vraiment les gros projets. Et je pense que ça, non, on a dû m'appeler peut-être 2 ou 3 jours avant, donc c'est pas impossible. Ah ouais, c'est quand même vraiment en vitesse, quoi. Parce qu'en fait, les choses qui sont les plus compliquées en général, une fois qu'on a le scénario, tout ça, c'est la location de la caméra, dans le sens où genre il faut choisir la caméra en fonction de ce qu'on va faire, avoir la chance que le loueur ait ce matériel disponible, faire les enlèvements, c'est-à-dire que quelqu'un aille chercher un camion, aille chez le loueur, récupérer la caméra, et souvent il y a des essais qui sont faits quand même pour être sûr que la caméra, il n'y ait pas un problème sur le moment de tournage, parce que là, ça serait une perte de temps et une perte d'argent. Mais moi, en tant que machino, vu que j'ai pas d'essai entre guillemets à faire, à part quand c'est vraiment des plans spécifiques, moi j'arrive là, en plus sur ce tournage-là, je suis arrivé avec entre guillemets rien du tout, parce que du coup, il y a aucune lumière qui est installée. Des fois, on pourrait se dire mais non et tout, mais non, là, il y a vraiment rien qui est installé, à part sur la partie où là, ils vont y arriver bientôt, avec le petit décalage. Mais quand on arrive en bas, juste avant le clap, il y a 2 espèces on appelle ça des astéras, donc c'est des néons en fait colorés qu'on peut utiliser sur un iPad, qui sont installés. Donc c'était vraiment rien du tout.
Donc du coup, oui, moi je suis arrivé, je pense 2 jours avant ou 3 jours avant sur le projet. Et il y avait une pression due à l'urgence ou pas du tout? Une pression où on se dit en fait on n'a pas, enfin ça c'est des projets je pense du coup qui se veut un peu, je vais pas dire exigeant, mais vu que c'est sur des formats qui sont très courts et que c'est du YouTube game, donc en gros ils ont vraiment besoin de sortir ces vidéos là très rapidement, même s'ils ont beaucoup d'argent, enfin voilà, Squeezie je sais qu'il ménage pas son budget. Ah oui, bah, mais en plus il fait partie de Webedia, donc qui est le plus gros mastodonte français. C'est ça. Oui. Et donc du coup il y avait quand même ce côté challenge où par exemple le Steadicammer qui fait ce plan-là s'appelle Teva Vasseur, qui est un des plus gros Steadicamers qui a de moins de 30 ans sur Paris, avec qui je bosse très souvent et qui est très 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 doué. Et je sais que voilà, le lendemain il aurait pas pu être là parce qu'il partait au Maroc faire un autre plan. Tout mis bout à bout, ça devenait compliqué si on ne rentrait pas en une journée. Donc il y a une certaine pression. Et de ça, et surtout on peut le voir, la grosse chose qu'on voit majoritairement, c'est quand on descend du toit et qu'on arrive juste après l'escalier, on voit le cut parce que Big Flo, Oli a sa veste qui est plus ou moins ouverte que juste avant. Et en fait c'est parce qu'on a eu des problèmes de fausse teinte, c'est-à-dire que quand le temps change pendant le tournage, en fait on commence sur le toit terrasse qui est en plein jour et il fait très chaud et soleil, et après quand on est à l'intérieur il fait gris, et après il y a le deuxième cut, on descend et il fait beau, et quand on est en bas il pleut. Donc ah ouais, ça a été la merde. C'est des intempéries que vous voyez. Est-ce que alors là je vais passer sur la dernière vidéo pour présenter un petit peu ton travail pour Canal+. L'effondrement, c'est pas rien, l'effondrement. C'est une grosse série, web série si je dis pas de bêtises. En plan séquence, donc les parasites, c'est ça, non C'est ça, c'est le collectif des parasites. Alors juste, je me permets de lire légèrement le chat. Bien sûr. Donc on a notre ami Amélie Dragon qui nous présente un petit peu l'entièreté de ses talents de doublage. Mais un jour on invitera quelqu'un qui fait du doublage. Mais sinon on a Fanny qui nous dit les studios de Paris ils gardent tes tests et ils le proposent car ceux qui cherchent des voix s'embêtent. Ah oui, ça c'est en gros c'est un des exercices les plus difficiles au cinéma. Donc on me dit les cuts ça doit être méga chaud à faire, le raccord doit être parfait. Après il existe plusieurs cuts, mais là par exemple celui qu'on va voir dans, je sais pas, d'ici 2-3 minutes, ou alors je sais pas si tu avances, mais vidéo, waouh, magnifique. Et on va partir sur un petit peu les news avant de parler de ce qu'on a regardé. En tout cas, n'hésitez pas, tous ceux dans le chat, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit pour Yoann ou pour Vincent évidemment, mais c'est vrai que l'invité c'est vraiment Yoann pour le coup. N'hésitez pas, on va revenir. Je t'emmerde. Non, mais Vincent, t'es le pilier. Voilà, c'est ça, t'es le pilier. Le pilier du comptoir. T'es là avec nous. Mais Vincent, tu as une émission à toi tout seul, il y avait même pas d'invité, ok? Oui, c'est vrai. Bon, personne ne regardait. L'émission du parrain. C'est ça, l'émission du parrain. Donc, on va regarder, on va venir, vous nous voyez venir évidemment, on va parler des Césars. Est-ce que vous avez suivi, vous les gars, les Césars un peu avant de parler des récompenses? Ouais, mais j'ai suivi par la polémique, quoi. Moi, je travaille avec Fresh, donc pour te dire, j'en ai bouffé des. Ah oui. Ouais, non, c'est très très important pour moi les Césars là. En quoi c'est important pour toi? Oui, mais tes potes ils ont gagné, toi, de ce que j'ai vu. En fait, c'était important parce que du coup, je voulais voir un petit peu comment ça allait se profiler du coup par rapport à toute cette envergure de Polanski. Parce que de un, j'ai travaillé, du coup j'ai eu la chance de travailler sur Polanski, et que j'ai un court-métrage là que j'ai fait donc du coup il y a 2 ans, là où j'étais un chef machinot. Alors t'as travaillé pour J'accuse, c'est ça? Ouais. Donc tu cautionnes le viol? C'est bien ça, t'étais pas présent. Il faut savoir que sur mon Instagram, j'ai déjà reçu 1 ou 2 messages de gens c'était un happening qui me critiquaient par rapport à ça. Mais j'ai juste poussé une caméra, putain. Oui, mais lui, il a poussé autre chose. non, mais ouais, donc c'était doublement important pour toi. Alors, je voulais voir un peu comment ça allait se dérouler par rapport à ça, et vraiment par rapport à cette histoire de court-métrage, là où on a gagné le César du meilleur court-métrage. C'était pile poil, le court-métrage, c'est ça? C'est ça. C'est que j'ai fait il y a 2 ans. Et en fait, c'était très attendu parce que si on gagnait ce César, ça nous ouvrait les portes potentielles à la version long-métrage. Okay. Donc du coup, ce qui peut être quelque chose qui de 1 peut être énorme en termes de carrière pour moi, parce que si 23, 24, 25 ans j'ai la chance de faire un long métrage en chef, ça serait incroyable. Et en plus de ça, parce que du coup voilà, on a quand même taffé à mort sur ce court métrage, on s'est fait plaisir, et on a gagné, je sais plus, plus de 40 ou 50 prix. Enfin, c'était
en France et à l'internet, c'était incroyable. Donc, c'est vrai, en plus pile poil, hein, je rappelle pour ceux qui l'ont pas vu, c'est l'histoire du cheval de Woody dans Toy Story. Enfin, c'est un truc. Les origines historiques de pile poil. C'est les origines, ouais, c'est assez dur comme film. C'est un film social, vraiment assez dur. En tout cas, ouais. C'est pas pour tout le monde. Ouais, c'est pas pour tout le monde. Il y a un moment, il fait un galop, les gars. Et du coup, ce long métrage aujourd'hui peut se concrétiser, quoi. Bah voilà, maintenant en fait le fait d'avoir un César va ouvrir les portes aux réalisateurs qui étaient donc de Lauriane Escafre et Yvonne Muller ouais, j'allais dire d'avoir en fait une chance un petit peu, si tu veux, une carte en plus, on va dire, pour pouvoir aller prospecter pour avoir un long métrage, mais qui est déjà entre guillemets en préparation, mais à voir est-ce qu'il y aura les financements. C'est surtout ça le problème. Parce que des idées de long métrage, il y en a des millions, des scénarios, il y en a des millions, des équipes complètes et prêtes, il y en a des milliards, mais après, des budgets pour les réaliser, c'est un autre problème. Et justement, on jouera avec les films français tout à l'heure, ça, je pense qu'on va bien se marrer. En tout cas, il y a Wanishba qui nous propose un spin-off sur le serpent dans la botte de Woody aussi, ça c'est... Ah oui. Voilà. Et il y a un serpent dans ma botte. Ça, c'est moi, le serpent. Le Némésis de Woody. Qui montre son serpent en live explication. Quelqu'un a empoisonné le point d'eau. On saura peut-être un jour dans un spin-off qui a empoisonné le point d'eau. Donc on va revenir un petit peu sur les récompenses très rapidement. Le gros suspense, c'était qu'est-ce que Roman Polanski allait gagner. Pour ceux qui se souviennent pas un petit peu de l'histoire, Roman Polanski, grand réalisateur, hein, peu importe ce qu'on dira, c'est quand même un grand nom du cinéma, qu'on le veuille ou non, a été nommé pour le film J'accuse, que j'ai pas vu, hein, donc je pourrais pas me prononcer sur le film, mais en 12 fois, dans 12 catégories, donc c'était assez stressant en 2020 de faire ça, enfin c'était pas très intelligent, je pense même de la part des équipes de le nommer. Aussi bon le film soit-il, puisque voilà, Roman Polanski a été accusé et jugé pour... plein de choses pas très cool. Il a plaidé coupable, mais moi aussi à sa place je plaiderais coupable vu la galère, voilà. Oui. On me dit l'image freeze ici. Est-ce que l'image freeze chez tout le monde? Non, moi j'ai pas que la mienne. Non. Ah non. J'ai pas de perte de paquet chez moi. Non, pas du tout, non plus. Attends, je vérifie non plus. Écoute, non, moi j'ai rien. Tout va bien. Mais merci en tout cas, n'hésitez pas à nous dire si le live bug. J'ai l'impression qu'il bug beaucoup moins qu'avant, donc on va vers le mieux. C'est F5 pour ceux que ça freeze. Voilà, ouais, F5, c'est ça exactement. Et puis presse F to pay respect to Roman Polanski. Donc Roman Polanski, donc qui est reparti avec quand même plusieurs Césars, je crois 4 si je dis pas de bêtises. Non. Il a gagné meilleur costume, je crois. Alors attendez. Non, oui, voilà, Pascaline qu'on embrasse, Pascaline Chavannes pour J'accuse qui a gagné les meilleurs costumes. Oui, mais c'est toujours des techniciens ou enfin lui directement il en a gagné qu'un. Il a gagné meilleure adaptation. Roman Polanski il est dans meilleure adaptation. Ouais, c'est ça, J'accuse. J'accuse, il a gagné quoi d'autre, donc ça en fait 2 déjà. Tac. J'accuse. Je le vois, la meilleure réalisation, je dois en avoir loupé un. Mais meilleure réalisation, voilà. Alors moi juste pour me prononcer sur l'affaire et sans vouloir faire de polémique, vous allez me dire ce que vous en pensez. Honnêtement, on a le droit de penser ce qu'on veut de cette affaire, hein, évidemment. Je pense que donner meilleur réalisateur à Roman Polanski, c'est peut-être pas très intelligent vu le contexte, mais dans la sélection, c'est un excellent réalisateur, quoi qu'il arrive. Le problème, c'est à la source qu'il faut le prendre. Il fallait pas le nommer, les amis. Mais à partir pour moi, la connerie, c'était de le nommer. Mais après, si dans la liste des réalisateurs, c'est le meilleur réalisateur, désolé, il est légitime. Le problème, c'est l'Académie qui d'ailleurs s'est dissoute après, hein, mais c'est l'Académie qui décide de le nommer. Là, il est là le souci. Il faudrait pas qu'il puisse gagner des prix, ce garçon. C'est différent. Le problème revient toujours à la même question qui vient tout le temps. Est-ce qu'il faut séparer l'homme de la personne, tu vois donc, moi, je pense que il ne faut pas dissocier. Il faut toujours garder en tête. Ça, c'est juste mon avis là-dessus, hein, mais il faut toujours, pour moi, garder en tête la personne, il faut regarder les films en connaissance de cause et ensuite chacun se fait son avis. Salut Flood, on me dit 100% d'accord. Mais écoute, ça fait plaisir. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire, mais je pense que dans tous les cas, voilà, il a gagné le prix. Tant mieux, tant pis, peu importe, on passe ce qu'on veut, mais je pense que la raison c'était à la base, il fallait ne pas le nommer, c'est tout. Mais on va plutôt se concentrer sur d'autres choses. Moi, ça m'a fait plaisir de voir Lajli gagner pour Les Misérables. Je sais pas si vous avez vu ce film, les gars.
Eh bien, absolument pas. Non, j'ai pas vu, mais du coup, moi, je connais beaucoup de gens qui ont travaillé dessus. Et donc, du coup, j'avais bien compris que c'était un beau projet. Après, pareil, je sais qu'il y a eu quelques petits débats sur ce film, notamment comme sur la photo qu'il y avait, où toute l'équipe était sur scène. Que des hommes, c'est ça? Ouais, alors il y a eu plein de versions parce que moi je suis vachement de gens du métier sur Instagram et notamment des gens qui sont un petit peu du côté énormément contre Polanski. Donc qui se disaient on voit le débat Polanski d'un côté et après imaginez-vous parce que là donc c'était pour citer mais je vois quelqu'un qui marque 20 hommes sur scène. Parce que je trouve qu'en ce moment nous dans le cinéma c'est vraiment ça devient un débat énorme. C'est la place des femmes dans le milieu, dans notre milieu. Bien sûr, c'est très important. Et ça va même des fois un peu trop loin dans le sens où il y en a qui des fois se plaignent sur le fait que dans un film une femme parle moins qu'un homme. Après, pour moi, ça reste si la personne qui a écrit le scénario l'a écrit pour que ce soit un homme qui le parle, au bout d'un moment, on va pas commencer à forcer à mettre des quotas, parce que sinon on va rentrer dans l'extrême de ce que c'est déjà en fait. Donc ça peut être un problème. Donc du coup, oui, il y a eu beaucoup de gens qui sont insurgés de voir 20 personnes, 20 hommes sur une scène. Après, il y en a qui ont poussé de voir une équipe entièrement de personnes noires. Il y a eu vraiment une explosion de débats sur ces Césars, donc c'était aussi un peu. On est dans une année charnière pour le cinéma français. Mais c'est quand même assez incroyable tous ces débats. J'ai l'impression que c'est vraiment créer du débat. On fait monter 20 mecs sur une scène. Oh, il n'y a pas une seule nana et tout. Oui, mais bon, si les gars ils sont 20, ça peut être n'importe quoi. Et puis en plus, ils sont majoritairement de minorité, donc on devrait déjà être content de ça. Je trouve que c'est créer du débat pour créer du débat. Quoi. Tout autant que Portrait de la jolie fille en feu, que j'ai pas vu malheureusement, mais qui est apparemment très bien, et à majorité féminine. À 20 mecs sur une scène, quoi, maintenant. Ouais, non, mais après, je veux dire, il faut, justement, peu importe ce qu'on en pense, il faut du débat là-dessus, parce que ça ne peut qu'apporter du positif pour l'inclusion. Je pense qu'avant d'arriver sur une moyenne, on va d'abord passer par on va d'abord passer par des extrêmes où pareil on se s'énerve parce qu'il y a que des gars sur scène ou quoi, et ensuite pour moi c'est des mots nécessaires en fait, et ensuite on arrivera sur le fait qu'on pense pas est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, est-ce que c'est un noir, est-ce que c'est un blanc, peu importe, on se dira juste c'est des gens. Et c'est l'idéal qu'on atteindra à ce moment-là. Mais c'est sûr qu'on est d'accord, Johanna, si le scénariste a écrit un rôle pour une femme, c'est normal que ce soit une femme, et inversement, si c'est pour un homme, c'est normal que ce soit un homme au bout d'un moment. C'est logique. On va vite passer sur une autre news. Alors vous allez voir le conducteur en direct. Moi j'ai envie de vous parler d'un truc, c'est de Indiana Jones 5 qui ne va pas être réalisé. Non mais c'est important parce que déjà Indiana Jones 5, pourquoi? Le premier débat, il est là. C'est Hollywood 2020. Le débat, on en parle tous les jours. C'est relou que toutes les franchises en fait relancent à chaque fois. C'est incroyable. Les Fast and Furious, la Mission Impossible, là, Mission Impossible d'ailleurs 7 qui a été 7 et 8 qui tournent en même temps, c'est ça, et qui pour l'instant sont à l'arrêt total parce que c'est en Italie que ça devait se tourner, donc du coup. Coronavirus, tout ça. Il y a eu des échanges pour une proposition de reboot de Retour vers le futur avec Tom Holland. Non, c'est pas une proposition, c'est que c'est parti d'un deepfake, c'est de la post-production. Oui, et les gens se sont enflammés et ont trouvé ça très bien. Non, Guillaume, aujourd'hui j'ai vu un article où Tom Holland disait qu'il y a eu des discussions déjà par rapport à ça. Ah, ça je savais pas, ah merde. Oui, non, mais j'ai vu le deepfake. Vraiment un problème. D'accord, ok. C'est clairement de l'abus, c'est comme là Matrix qui est en plein tournage, quoi. Arrêtez de reprendre des trucs qui ont marché à l'époque pour faire du fric avec. Et après, on fera un épisode spécial nostalgie, ça serait intéressant d'en parler, mais je trouve que c'est normal. Mais après... la créativité qui passe après l'argent, et ça m'énerve, ça me saoule. C'est une des raisons pour lesquelles il se passe ce qui se passe dans ma vie. Tout à fait. On le rappelle, Vincent est en discussion pour réaliser le prochain Star Wars. C'est ça qu'il veut dire par là. Ça me fait peur. J'ai envie de faire un bon travail, tu vois, mais si derrière j'ai les autres qui viennent me dire non, fais ça comme ça et tout, bien sûr. Voilà, il va falloir commencer un petit peu à me laisser gérer. Exactement, tout à fait. Et avec toi, il n'y aura pas de porg, on a bien compris. Mais Indiana Jones 5, donc Steven Spielberg abandonne la réalisation. Alors
Alors, mon avis là-dessus, très rapidement, c'est qu'on s'y attendait un peu parce qu'il traîne ce Indiana Jones 5 à arriver. Tout le monde s'est plaint du 4, à raison, parce que c'est un des pires films de Spielberg. Hein. Au-delà d'être le pire Indiana Jones, ça tout le monde est d'accord là-dessus. C'est le pire film de Spielberg, un des pires films de Spielberg. Oui, c'est le premier que j'ai vu en plus. Et c'est bien dommage, mais voilà, malgré de super séquences et une photo magnifique et tout ce qu'on ne peut pas enlever à Spielberg, c'est-à-dire du talent indéniable, oui, Indiana Jones 5 ne sera pas réalisé par Spielberg, mais en négociation, c'est James Mangold. Alors si ça vous parle pas encore, c'est un nom qui vous parlera plus tard, parce que c'est le réalisateur de Logan et cette année surtout de Ford versus Ferrari, Le Mans 66 en France, parce qu'on n'a pas le droit de citer des marques dans un titre, je crois, en France, mais qui a été nommé au meilleur film, entre autres James Mangold pour Ford versus Ferrari aux Oscars. Donc un très bon réalisateur. Qui, je l'aurais pas vu en successeur de Spielberg, mais pourquoi pas, il a un sens du rythme, de la gravité et il manie très bien la légèreté aussi. Donc en fait, je pense qu'il peut être bien taillé pour ce truc. Il a aussi réalisé le piètre film qui est Mortal Kombat. Ouais. C'est vrai, ah oui, c'est vrai. Et j'ai lu un article, alors je me souviens plus du film, donc c'est My Bad, mais je sais que James Mangold a refusé aussi, je sais plus quel gros titre pour pouvoir faire Le Mans 66. Faudrait que je vérifie, mais j'ai lu l'article il y a pas longtemps. Oui, c'était Le Lion avec Danny Boone et Philippe Catherine qui l'a refusé. Moi, je sais qu'il a refusé un gros film pour faire ça. Tu sais, les noms de réalisateurs, franchement, ça veut plus rien dire depuis que j'ai vu Todd Phillips faire Joker juste après Very Bad Trip, bien sûr. Honnêtement, si tu prends le contre-pied de raconter peut-être l'histoire d'un Indiana Jones en fin de carrière, tu vois, un vieux Indiana Jones, je sais pas, ça peut être très intéressant la manière dont c'est tourné. Donc pourquoi je suis d'accord, pourquoi un Indiana Jones 5, mais après, écoute, oui, on verra ce qu'ils en font. J'espère juste qu'ils vont vraiment essayer de faire autre chose que de gagner de l'argent avec, quoi. Ah bah tiens, Monster Hunter, putain. Et ça nous permet aussi de faire on parle d'argent, on parle de trucs, je me permets de passer à la prochaine news. C'est l'adaptation de Monster Hunter. Voilà. Alors, pourquoi il y a une news, c'est parce qu'il y a les premières affiches liées aux personnages qui sont sortis, donc je me permets de vous dire, Monster Hunter. Mila, elle fait n'importe quoi. Elle sort de Hellboy, le dernier en plus. Qui était un désastre. Elle fait n'importe quoi, Mila Jovovich. Et ouais. Écoute, moi, la seule chose que je remarque, c'est que c'est déjà, je pense qu'on doit apprendre à pas mal de gens dans le chat qu'il y a une adaptation du jeu vidéo Monster Hunter qui va sortir. Et je remarque un truc, c'est que 2 affiches sont sorties. Pas un seul monstre. Le film s'appelle Monster Hunter. Il y a pas un monstre dans l'histoire. Donc voilà. Mais bon, ça c'est pas grave. Chacun a sa vision du truc. Monster Hunter. Là, c'est plus Hunter. Mais non, mais c'est pas grave. C'est chacun. Après, je veux pas critiquer avant. En plus, voilà, c'est le grand réalisateur Paul W.S. Anderson qui est derrière le truc, si j'ai pas de bêtises. Voilà. Donc, Paul W.S. Anderson, c'est celui qui a écrit et réalisé les chefs-d'œuvre. Tout dépend ce que t'appelles un monstre, dit fan du frère. Ouais, c'est vrai. Mais justement, le réalisateur, peut-être c'est lui le monster qu'il faut hunter. Oui, parce qu'il avait fait Resident Evil, donc il est spécialisé. Les 3 mousquetaires en 3D aussi. Il avait fait avec Orlando Bloom et des bateaux qui volent, des caravelles qui volent, mec. Mais ça c'est à voir. C'est à voir dans sa vie. Ça. Bien parti. Ah oui, ça c'est absolument incroyable. Donc en fait, ça ne peut que donner du bon. La bande annonce arrive bientôt. Et la sortie est fixée au 9 septembre. C'est sûr. De toute manière, c'est simple. Les 3/4 des films dont vous voyez de grosses campagnes de pub sur les réseaux sociaux, non mais c'est pas une vanne. C'est ceux qui ont besoin d'une grosse campagne de pub. Voilà, c'est que les seules critiques ne sont pas, les critiques seules, je veux dire, ne sont pas suffisantes. C'est un peu comme partout. Plus t'as besoin de faire parler de toi, plus ça veut dire que ton réseau de base est pas forcément solide. Exactement. Mais habituellement, tu sais, ils prennent toujours ces mécaniques de dire, il faut bien dire que c'est les producteurs de Intel et tout. Par les producteurs. Comme si ça allait vendre un peu plus le truc, tu vois. Les gens, au bout d'un moment, ils ont bien vu qu'un producteur peut faire un chef-d'œuvre et une merde. Bien sûr. Ah non, mais carrément. Mais bientôt, c'est par le producteur du film d'enfance, de la mère, du cousin, de celui qui a fait Indiana Jones 2. Qui lui a soufflé l'idée quand ils avaient 4 ans. C'est ça. Mais c'est vrai que, généralement, quand vous voyez par les producteurs de, ça ne veut rien dire. Un producteur, il met des sous
il peut être sous justement quand il met des sous. Ça veut rien dire. Alors voilà, il me semble que Irishman a reçu une grande campagne de pub, pas tant que ça. Wanishba, Irishman a bénéficié sans en fait mettre trop de sous dans la pub. Rien que le fait que Scorsese sorte un film sur une plateforme de streaming, c'était une pub en soi. Donc il a pas eu besoin d'une grosse campagne de pub à Irishman. Hein. Après Netflix fait ses propres campagnes et pousse dans sa propre application, dans son écosystème des films. Mais c'est normal, hein, ils ont mis énormément de sous dedans et il n'a pas une sortie au cinéma, donc c'est normal de vouloir ramener des gens dans sa plateforme. Et on finit ces news avec Parasite qui, je vous l'ai dit en intro, a eu donc le film Parasite qui parle de la lutte des classes en Corée et notamment de comment une famille qui vit dans les entresols. Donc en fait c'est vraiment, en gros ils vivent dans des sous-sols au niveau même de la rue. C'est un désastre hein, de vivre dans ces conditions-là en Corée du Sud. Ça parle de ces gens-là et comme il a gagné plein de choses, que le film est excellent, on le dira jamais assez et qu'il faut que vous le voyez, que vous l'aimez ou non, hein, peu importe, c'est un film, je pense, à voir. Demain. Voilà, Vincent, demain, on en parlera donc la prochaine fois. Séoul, donc en Corée, a été sensibilisé. Il a fallu un film pour qu'ils se rendent compte que vivre dans des entresols, c'est pas cool. Et donc, le Korean Herald, donc un journal coréen, nous apprend que 1600 habitants qui vivent dans des semi-basements, donc dans ces entresols, vont avoir une subvention de l'État. Ils vont dépenser en tout 3,2 millions de won par maison. Donc les millions de won, en gros, chez nous, je crois que c'est 1200 euros si je dis pas de bêtises. Mais c'est quand même pas mal pour que, en fait, c'est une subvention qui va être donnée aux propriétaires pour améliorer leurs moyens de chauffage, pour changer les sols, pour changer l'air conditionné, enlever l'humidité, installer des ventilateurs, des fenêtres et des alarmes incendie. Alors évidemment, avec 3,2 millions de won, je pense pas qu'ils pourront faire tout ça, mais c'est un pas que fait le gouvernement et ça veut dire que les films, oui, ça a un impact dans la vraie vie. Ouais. Et ça, c'est super beau et c'est pour ça que je voulais vous en parler. C'est que un film n'est pas seulement un film, ça peut avoir des conséquences positives. D'ailleurs, Monster Hunter a une conséquence avec le coronavirus, est-ce que c'est lié ou pas, on sait pas encore. C'est ça. Ça tourne mal. Ça tourne mal. Mais oui, c'est vrai que en tout cas, on va dire, je sens déjà venir les trucs dans le chat. Oui, mais c'est bien dommage qu'il faille attendre un film pour sensibiliser à ces conditions-là. J'ai envie de dire, c'est vrai. C'est dommage. Mais en attendant, voilà, on va pas. Exactement. On est tous d'accord. Et on a fini avec ces news. Je voulais parler des cahiers du cinéma, mais on en parlera plus tard puisque l'heure tourne, les amis, et il est temps de parler de ce qu'on a vu au cinéma. Ah, qu'est-ce qu'on a vu au cinéma? Et oui, les amis, et on va commencer avec vous deux, avec un film que j'ai pas vu. C'est Birds of Prey. Oh my God. Dites-nous, j'ai la bande-annonce qui tourne derrière. Déjà, j'aimerais dire un truc par rapport à l'univers DC en général. Il faut savoir que DC, ils ont un petit peu hérité d'une mauvaise réputation, et pour cause. En fait, il y a des très talentueux réalisateurs qui ont essayé de faire quelque chose avec cet univers. Et malheureusement, on a eu derrière la Warner qui a toujours plus ou moins foutu des bâtons dans les roues à ces pauvres gens talentueux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le DC Universe, il est un peu décousu, on sait pas trop ce qui se passe dedans. Et c'est bien dommage parce que Bird of Prey, c'est une bonne surprise de mon côté en termes d'idées de ce qu'a voulu faire DC. Ce qui change totalement avec ce qu'on voit chez Marvel. Où Marvel, c'est souvent le même schéma de film pour des origin story. Il y a une recette. Il y a une recette Marvel. Ça, c'est sûr. Il y a une recette Marvel. Que DC a essayé de répliquer pendant longtemps et j'ai l'impression qu'ils sont en train de s'en écarter. Et ils sont en train, et je pense que Joker est pas inconnu à tout ça. Hein. On voit qu'avec Bird of Prey, il y a une forte inspiration de Deadpool. Hein. On va pas se le cacher derrière. Je pense qu'ils veulent faire de Harley Quinn un peu le personnage un peu Deadpoolesque du DC Universe. Mais ils ont amené ça dans le film d'une manière à ce que ça passe. En fait, tu es pris dedans, tu es pris dans l'histoire, tu es pris dans le personnage, dans ce que Harley te fait vivre dans son histoire. Et il y a plein d'autres idées dans le film qui, moi, m'ont fait passer un bon moment. Et je me suis vraiment dit, ça fait plaisir de voir un film de super-héros un peu différent. J'avais monté une vidéo où à la fin d'une séance, quelqu'un disait c'est un film coloré et je trouve que c'est un peu le mot que tu vas retenir à la fin de la séance si tu vas le voir.
Bon, ça veut pas dire que tu vas voir des couleurs de partout, quoi, mais c'est un film qui a plusieurs facettes, je trouve, et ça marche plutôt bien. J'ai l'impression, alors avant de te donner la parole, Johan, aussi pour ton avis, j'ai l'impression, en tant que quelqu'un qui n'a pas vu le film, qu'ils ont pris, ils ont regardé Suicide Squad, et ils ont pris le meilleur, en fait, le peu de meilleur qu'il y avait dans Suicide Squad, c'est-à-dire une photo originale, on va dire. Ils l'ont amélioré, hein. Et Harley Quinn, voilà. Flood qui est dans les commentaires pourra te le dire, ils ont totalement assumé le côté Suicide Squad. Et ça, c'est un bon truc parce qu'ils assument leur connerie, tu vois. Et tu vas même retrouver certains effets, un certain humour, des fois bien dosé, inspiré de Suicide Squad, ouais. Et c'est cool parce que le personnage, du coup, se marie bien dans cet univers-là. Pour ceux qui sont pas habitués aux films d'ici, aux films de super-héros, tout ça, et qui sont peut-être passés à côté du film, je vous résume un petit peu l'intrigue. Vaut mieux que ce soit moi qui le fasse comme je l'ai pas vu, donc comme ça il y a zéro spoil. C'est Harley Quinn qui est la copine du Joker qui en fait ils se séparent les deux. Et elle décide de s'émanciper, de dire je ne suis plus l'objet de quiconque. L'Harlequin. Je ne suis plus l'Harlequin, je suis maintenant autonome. Et elle décide de se faire une petite bande de potes femmes pour se battre contre le méchant de ce film qui est Ewan McGregor, puisque comme le Joker n'est plus en ville, il y a d'autres mafieux qui décident de prendre un petit peu le contrôle de Gotham City. Et donc c'est le personnage d'Ewan McGregor qui je pense est encore excellent comme dans tous ses films, qui va mettre des bâtons dans les roues et qui veut s'approprier Gotham et par extension Harley Quinn. Donc on suit une anti-héroïne. Donc on est dans tous les critères de 2020, hein. Un casting féminin, une histoire d'émancipation, des femmes fortes, un jeu d'acteurs excellent, un casting magnifique, et on explore toujours plus le thème du film de super-héros. Johan, t'en as pensé quoi ? Bah moi j'ai énormément kiffé et j'ai été énormément déçu. En fait moi j'adore l'univers de Joker, pas du tout de Batman mais de Joker. Ouais. Donc Harley Quinn c'est vraiment un personnage qui fait partie un peu vraiment de mon cerveau. Et alors j'ai adoré le côté technique, c'est-à-dire que pour moi il y a une très belle photo, c'est symétrique sur certains plans, c'est explosé d'un autre mais assumé et bien fait, donc ça peut être très joli. Il y a énormément de couleurs comme disait Vincent tout à l'heure et c'est bien géré. Il y a des effets de caméra, de la technique, ils ont utilisé pas mal de systèmes qui sont très jolis, mais après il y a des fois des raccords de scénario qui sont je trouve impressionnants, donc je vais pas spoiler du coup bien sûr. Et moi j'avais un très gros j'ai eu à la fin du film, surtout j'ai fait un résumé moi à la fin du film et pas pendant le film, donc c'était bien, c'est que j'ai pas du tout kiffé le fait que ça devienne vraiment entièrement un film. Enfin pour moi c'était un film de meufs un film avec des meufs pour des meufs. C'est-à-dire qu'on te met un côté violent, etc. Donc c'est cool de voir aussi le fait qu'on te sorte un peu de l'univers c'est toujours des mecs avec des gros bras, etc. Donc là, tu tombes sur une bande de nanas qui sont un peu rusées, qui savent faire plein de choses. Mais des fois, c'était un peu trop pesant dans comment ça a un peu amené les personnages de chacun. Moi, il y a un personnage qui m'a vraiment saoulé pendant tout le film. C'est la flic, c'est tout, j'en dirai pas plus. Mais après tout le reste, non, franchement, c'était quand même cool. J'ai passé un bon moment, mais il y a un truc vraiment qui m'a choqué, et moi je finis là-dessus, mais c'est que il y a aucun moment dans le film où je me suis dit ok ça y est ça part. Ah d'accord, t'es sur une constante en fait. Pour moi c'était pas un rythme bas ou un rythme élevé, mais c'est un milieu tout le temps. Il y a pas un moment où tu sais la musique pourrait t'entraîner, le cadre ou quoi, c'est-à-dire que dès le début il y a des scènes un peu d'action jusqu'à la fin, mais il y a jamais de grosses scènes d'action où ça fait toujours un peu ça, sans aller dans l'extrême, sans aller dans le plus bas. Donc j'en reste. Je vois ce que tu veux dire au niveau des raccords de scénario. C'est vrai que j'ai eu cette pensée en voyant le film, sans spoiler. Il y a un aspect décousu un petit peu. Et qui m'a un petit peu gêné la première partie du film, mais en fait quand tu vois le film dans sa globalité, ce film te transporte un petit peu dans la tête de Harley si tu veux, en termes de vision du spectateur. Tu vois le film à travers des yeux un petit peu excentriques de Harley, quoi. Et je trouve que ces raccords-là, justement, tu comprendras, Guillaume, quand tu verras le film, sont assez justifiés par cette vision que tu as, justement. C'est ce que je te disais, ils ont tenté de faire des trucs. Il y a certains trucs qui marchent, d'autres moins. Mais justement, je trouve que ça marche bien, cette tentative avec le personnage de Harley. C'est un bon mélange. On nous demande si c'est basé sur les comics qui sont sortis récemment sur elle ou pas du tout.
J'ai pas lu les comics qui sont sortis récemment. Yoann non plus, j'imagine. Ouais. Je peux pas dire. Ça s'appelle Birds of Prey, la fantabuleuse histoire de Harley Quinn, un titre long qui d'ailleurs a été légèrement modifié aux États-Unis parce qu'il a pas fait les scores qui étaient attendus, donc ça s'est juste appelé Harley Quinn Birds of Prey. Mais en France, on a gardé le mot fantabuleuse qui est quand même incroyable. Et c'est même pas un placement de produit, c'est ça qui est dingue. Pour Fanta, mais voilà, fantabuleuse histoire de Harley Quinn Birds of Prey, on vous le conseil au final. Il a été renommé comme ça aux États-Unis parce qu'il marchait pas. Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et c'est triste, hein, parce que. Mais de toute manière, les gens ont perdu confiance en DC. Mais c'est pas ça, c'est que Sonic marche mieux que celui-là et ça me fait mal au cœur, hein, franchement. De toute manière, Sonic ne marche pas, il court, c'est le principe. Oui. Elle est belle celle-là, mais elle est très triste. Merci. Alors ensuite, on va parler d'un truc que je suis allé voir aujourd'hui en avant-première. J'ai gagné des places pour aller voir le nouveau Pixar qui s'appelle En Avant. En Avant, et oui, un film que je serais pas allé voir si j'avais pas gagné les places. Non mais honnêtement, ouais. Alors pourquoi je serais pas allé le voir? Tout simplement parce que alors je vais laisser légèrement l'abondance chargée. Tu as grandi, c'est ça? Non. Les films d'animation, je trouve ça vraiment formidable. Il y a rien à dire là-dessus. C'est juste que quand j'ai vu les premières images, je n'ai pas du tout été attiré par la direction artistique des personnages. J'ai trouvé j'avais l'impression de voir une direction artistique qui n'aurait pas dénoté chez DreamWorks, notamment film Home. Alors je sais pas comment il s'appelle en route, le film de DreamWorks En route que personne n'a vu. Ouais. Mais pour moi c'est quasiment la même direction artistique et je sais pas vraiment s'il y a un lien. En tout cas, c'est réalisé par un vieux de la vieille de chez Pixar qui nous raconte l'histoire de, alors je vous raconte très vite, un monde où la magie existait du moins, et comme c'était compliqué d'allumer la lumière en faisant des sorts parce que tout le monde n'avait pas la chance d'avoir le don d'être magicien, ils ont inventé la science, et la science a rendu les gens complètement, dépendants de la science, et surtout fainéants complètement. Et donc le héros c'est le même template du perso que Ratatouille. C'est vrai que c'est pas faux en vrai, c'est pas faux. Et ouais, c'est ça. Et en fait le film nous raconte donc cette histoire de voilà, le héros qui est à la tête du héros de Ratatouille mais en bleu fête ses 16 ans et donc Linguini. Et donc il ressemble n'importe quoi, je lis le chat en même temps. Il reçoit pour ses 16 ans un cadeau de son père qui est décédé quand il était petit, un cadeau qu'il voulait offrir à lui et à son frère une fois que les deux avaient dépassé les 16 ans. Et il reçoit donc un bâton magique associé à un sort pour faire revenir le fameux papa à la vie pendant une journée, pour qu'ils puissent voir ces deux gamins. Voilà. Donc il y a un petit peu la recette du Pixar, un voyage initiatique avec de la magie, des émotions, etc. Et au final, ça donne un film pas ouf. Pas mauvais, mais pas ouf. Alors il faut savoir que déjà, ça je l'ai appris après, mais le réalisateur du film, dans sa vraie vie, a grandi juste avec sa mère et son frère. Son père est mort quand il était petit. Et un jour, il a reçu de la part d'un proche un enregistrement audio sur cassette de son père. Et c'est ça qui lui a donné envie, l'idée de faire ce film En Avant. Donc, le film est beau. Voilà, donc c'est assez beau, je trouve. L'intention est louable. On nous dit que c'est un peu. On me demande est-ce que c'est pas un peu émouvant. Il y a certaines séquences qui sont très émouvantes, et notamment, je vous spoilerai pas les séquences, mais on voit je pense qu'il s'est beaucoup inspiré de ses propres traumatismes. Lié à la mort de son père pour écrire le film, et c'est là que le film fonctionne le mieux. Là où il marche pas très bien, c'est l'inclusion de la magie dans l'univers qui, comme on nous raconte un monde où la magie existait avant mais elle n'existe plus maintenant, en fait c'est censé être drôle, mais je trouve que ça marche pas trop. Mais en gros, ils vont aller par exemple dans une taverne en mode jeu de rôle quelque part, et en fait cette taverne c'est devenu un McDo, donc c'est rigolo au début, mais en fait tu te dis, en fait on nous montre des gens qui vont au McDo, donc c'est pas épique, c'est pas, voilà. Et il y a une double lecture possible sur le fait que la magie égale la religion, qui m'embête beaucoup, parce qu'en fait si tu pars du principe que la magie dans cet univers c'est les histoires qu'on nous raconte dans la religion, le propos du film est bizarre, parce qu'en fait ça nous dit
croyez en ces histoires quand on vous dit c'est du faux, c'est des belles histoires, la magie ça existe pas, nanana. Et en fait toute l'histoire du film ça nous montre que si la magie existe, et en plus il se base sur un livre qui raconte des histoires de cette époque passée avec des miracles, etc. Il se base sur ça dans le dessin animé, donc en fait on peut faire le parallèle avec la Bible. C'est un peu bizarre, je trouve, un film qui puise dans la religion, donc égale magie, donc la magie c'était magnifique, c'était super et on était mieux avant, et la science, la technologie nous a rendu fainéants. Je trouve ça un peu bizarre comme message à faire passer aux enfants, mais c'est peut-être juste moi qui l'ai vu comme ça, hein, mais voilà. Ça rappelle un peu Wall-E avec les humains qui avaient été transformés. Mais Wall-E dénigrait le trop plein de technologie, là où ça disait là c'est plutôt la technologie c'est bien, mais franchement la magie et les miracles c'était bien aussi. donc enfin priez pour le coronavirus. C'est ça, voilà, en fait je sais pas trop, le message a un peu le cul entre deux chaises. Il y a quand même des moments, on est quand même chez Pixar, où t'as les larmes qui montent, où il y a vraiment quelques séquences qui sont très touchantes, mais dans l'ensemble on est sur un très bon DreamWorks, si c'était un DreamWorks, mais un Pixar en petite forme, on va dire. Donc je vous le conseillerais pas spécialement. Si vous avez des enfants entre 6 et 13 ans, ça peut être bien. Mais en tant qu'adulte, je sais pas si vous y trouverez votre compte. Même techniquement, je trouve que Toy Story du même studio était bien plus intéressant, Toy Story 4. Donc voilà, En Avant, ça s'appelle, c'est de Pixar à Disney. Je vous demande pas votre avis. Mis à part, est-ce que ça vous chauffe un peu d'aller voir ce film? Bah non, moi non plus, me chauffait pas des masses En Avant. J'étais pas très intéressé par justement ce que t'as dit, le chara design des persos et. Ouais. Moi ça me renvoie un peu en arrière, ce genre d'image là, j'ai un peu du mal. Ouais, je suis assez d'accord, ça te renvoie en arrière. Le problème pour moi, c'est que ce genre d'image là, ça fait très vite enfantin, alors que des fois on pourrait être surpris, comme genre j'ai jamais vu Dragon 1 et 2, et le 3 je suis allé le voir parce que ma copine voulait le voir au cinéma, et moi j'ai kiffé, alors que je m'attendais absolument pas à voir ça. Et il y a quelque chose que j'aimerais bien voir aussi, c'est toi qui l'avais partagé, l'espèce de les criminalistes avec les sous terre là, avec des espèces de pierres précieuses, je sais plus ce que c'est, mais faudrait que je le vois aussi là. Sous terre avec des pierres précieuses. Ah, je sais plus, c'est sorti sur Netflix je crois, enfin je sais plus. Ah, le Dark Crystal. Dark Crystal. Ah oui, Dark Crystal. Alors ça c'est pas de l'animation, c'est de la marionnette. Résumé de la planète Terre. C'est des marionnettes, mais oui, Dark Crystal c'est mon gros coup de cœur. Mais ça, je sais pas, tu vois, il y a une façon que c'est amené, que même si ça paraît très enfantin, ça te donne un côté sérieux, t'as envie de le voir, alors que là, ce qu'on vient de voir, ça, tu le colles l'image d'un truc enfantin pour les enfants à la façon Disney, et ça me. C'est ça. Mais c'est quand même un film Pixar, c'est Disney Pixar, mais c'est Pixar qui est quand même là-dedans. On notera quand même une musique assez intéressante et quelques moments de bravoure, mais on peut le passer sans trop de problèmes. On nous dit entre 6 et 13 ans, parce que j'ai conseillé entre 6 et 13 ans, c'est un gros écart. Moi j'ai envie de dire entre 6 et 13 ans, c'est l'écart pour Roman Polanski, donc c'est ce donc je veux dire, chacun voit midi à sa porte. On va parler de Jojo Rabbit très vite très vite, non, on a le temps, avec toi Vincent qui l'a vu. Yoann, tu l'as pas vu Jojo Rabbit? Non, j'ai vu que la bande-annonce. Eh ben écoute, on va la voir en même temps que Vincent, tu vas nous parler de ton avis sur ce film. Jojo Rabbit, dis-moi tout. Moi je l'ai vu un petit peu en retard, hein. Il avait déjà gagné un Oscar, etc. Je l'ai vu la semaine dernière. Sans spoiler, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est une. Pour moi, je rentre totalement dans la fascination de Taika Waititi. Les films comme Thor Ragnarok qui sortaient de nulle part m'avaient déjà incroyablement surpris. Et là, Jojo Rabbit, c'est incroyable la direction d'acteur que ce mec a. Les idées pour les enfants, notamment. C'est pas facile de faire jouer des enfants. Mais tu retrouves un peu la recette Pixar, c'est que c'est un film pour enfants et c'est un film pour adultes aussi. Bien sûr. Et il va te faire vivre exactement les mêmes émotions qu'un Pixar, avec même des fois un humour qui s'y rapproche, mais toujours plus mature, on tombe pas dans un film enfantin non plus. C'est vrai que c'est un film que tu peux facilement montrer à tes enfants, peut-être un petit peu plus vieux qu'en avant, hein, mais à partir de 10 ans, ça peut être visible. Je pense qu'à partir de 11-12 ans, tu peux leur montrer et ils vont vraiment vivre le truc devant. L'âge de Jojo, je crois que c'est 11 ans. Ouais, 10-11 ans, c'est ça. 10-11 ans, ouais. Je pense que oui, à l'âge de Jojo, tu peux leur montrer ce film. Et il est vraiment, il te met directement dans l'univers que Taika a créé dès les 10 premières minutes, et puis tu découvres vraiment une histoire surprenante.
Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Émouvante, sans hein, je spoiler. dirais aussi, Mais émouvante complètement. C'est la recette Pixar. Ouais, c'est vrai. Surtout qu'ils vont te faire un petit setup avec des éléments anodins, type des cheveux ou des lacets. Ouais. Mais justement, tu as des scènes dedans qui sont vraiment fantastiques et qui, je me rappelle, il y a une scène, je te dirai pas laquelle c'est. J'étais en train de manger devant le film, je vois cette scène. Et je te lâche vraiment un bouche bée où je laisse tomber la pizza en mode un choc incroyable. En une seconde, t'as un élément qui m'a choqué et c'est fou. J'adore ces films-là qui te font passer du rire aux larmes et à nouveau au rire en 2 secondes. C'est fou. J'adore. Qu'est-ce qui te fait rire J'ai juste lu un pseudo dans le chat et il m'a dit. Ouais, on embrasse Funibitch évidemment. Funovic qui nous dit je l'ai vu hier, il est sympa Jojo Rabbit. Bah, ça fait plaisir, il faut aller voir des films comme ça parce que c'est un très bon film qui, comme tu le dis Flood, génial car c'est une satire antisémite. Alors je sais pas si t'as fait une erreur parce que antisémite ça veut dire pro-antisémite. Quand moins et moins ça s'annule donc mais bon voilà. Mais ouais non c'est vraiment touchant, intelligent. Il y a tout ce qu'il faut pour faire un bon film, un grand film. Alors j'ai pas le dire que c'est un grand film. En plus c'est sublime. Ça oui. Je tiens à le dire. Ça a l'air. Rien que la bande-annonce donne quand même envie. Vraiment, sans parler du scénario, ça donne envie. Moi je retiens juste que sur ce stream j'aurais montré un cul et Hitler, donc il y a tout ce qu'il faut pour être. En 1 heure on a explosé le compteur. Voilà. La prochaine vidéo, on va parler de maltraitance animale. On aura fait le tiercé. C'est ça, exactement. Polanski, la sextape. Ouais. Donc voilà, et une Scarlett Johansson pour revenir un petit peu plus sérieux qui est absolument excellente. Oui, une Scarlett Johansson qui prend pas autant de place à l'écran qu'on aurait voulu presque. Mais d'ailleurs il y a bon je vais pas spoiler mais il y a des moments où elle prend vraiment beaucoup moins de place. Mais voilà, mais c'est pour ceux qui l'ont vu et comprendront. Mais tu l'as voilà. vu Jojo ? Comment ? Tu l'as vu toi Jojo ? Moi ? Oui. Ah bah bien sûr, je l'ai vu. Oui, bien sûr. Voilà. La scène dont je te parlais, donc t'as dû sûrement savoir laquelle c'était. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs le petit qui joue Yorkie là, le meilleur pote, il est excellent. Il est même meilleur, je trouve, que l'acteur qui joue Jojo. C'est assez incroyable comment il est. Ça, je trouve aussi que c'est fou parce que t'as pour raconter brièvement l'histoire, Yorkie c'est l'ami de Jojo. Oui. Et ils vont un peu se retrouver dans des directions un peu différentes tout en gardant justement ce lien fraternel à travers le film. Et tu as 2 aspects vraiment du nazisme par deux côtés de leur vie en fait en gros. Et je trouve ça super intéressant du point de vue de Yorkie dans le film. Je trouve ça assez cool. Eh ben écoute, un film qu'on vous recommande, ça fait 2 films qu'on vous recommande aujourd'hui et Jojo Rabbit, c'est bon voilà, tout le monde l'a dit. Parce qu'ici on ne recommande que les bons films. Exactement. Voilà, la phrase, c'est définitivement pas une bonne période pour être nazi. C'est vraiment excellent. Ça, c'est vraiment très très drôle. J'aurais même tendance à dire que je mettrais plusieurs étoiles à cette réplique, mais il y aura pas des rappels en plus. Uniquement sur la poitrine. Voilà. Et le dernier film dont on voulait parler, parce que Johan, il me semble que t'as pas vu beaucoup de films, mis à part Birds of Prey, tu m'as dit que t'avais pas le temps. Absolument pas été au cinéma. Là, Mais c'est pas grave, on va clôturer ce On a vu quoi par Dark Waters. Est-ce que ça vous parle, les amis Dark Waters? Vous avez entendu parler de ce film ou pas du tout? Absolument pas. Moi, j'ai vu la bande-annonce, mais non. Alors en fait, la bande-annonce donne, de mon côté, ça vous a pas trop donné envie. Mais oui, attends, je crois que je vois. Pas convaincu, ouais. En fait, ça raconte l'histoire vraie de la découverte du téflon, pas du téflon, mais justement du fait que le téflon était nocif pour la santé. Et comment un avocat qui à la base se fait enrôler par un pauvre fermier qui voit paysan, qui voit ses vaches mourir les unes après les autres et qui se dit c'est pas normal, on nous cache quelque chose. Au début, l'avocat, donc joué par un excellent Mark Ruffalo, était un petit peu réticent parce qu'en plus c'est un avocat qui est là pour défendre les entreprises et il va devoir c'est un petit peu David contre Goliath, hein, c'est le petit avocat contre la grosse corporation. Snowden. Il y a un petit côté lanceur d'alerte, tout à fait. Et donc on voit sur plusieurs années, c'est une enquête qui a démarré en 1975 et qui s'est terminée là en 2012 et qui d'ailleurs est encore un peu en cours.
Voilà, comment ce scandale peut affecter sa vie privée, comment une grosse entreprise comme Dupont, qui est une entreprise qui existe encore, a empoisonné les sols, et on apprend justement à la fin, c'est pas un spoil, sur une histoire vraie, je considère pas que ce soit du spoil, 100% des êtres vivants, donc c'est pas être humain, être vivant, ont la mauvaise particule dans leur organisme. Et donc voilà, c'est-à-dire que toutes les espèces dans le monde ont cette particule dans leur organisme. Et le problème, c'est que c'est dans 99% des êtres humains actuellement. Donc on est tous plus ou moins contaminés avec ça. Donc voilà, Dark Waters, un film de Todd Haynes. Beaucoup de suspense, un petit peu chiant sur le milieu, on va pas se mentir. Ouais. Il y a des petites longueurs. Que de mon retour, des amis qui sont allés le voir, je compte bien aller le voir, nous dit Funny Beach, qu'on embrasse d'ailleurs, on se lasse pas de Funny. mais je sais pas quitter, mais je t'adore. Mais pas lâcher les follow. Voilà, on raid Funny après. Mais voilà, Dark Waters, un film intéressant, intelligent, qui nous apprend des choses et qui nous montre que, de toute manière, voilà, il faut se battre pour ce qui est juste. Plutôt bien réalisé, sans trop de fulgurance. On oubliera quand même vite le film, malgré tout. Mais sur le moment, ça fait du bien de voir ce genre de film à culture générale. Et c'est ce qui va conclure un petit peu notre... On a vu quoi, les gars? Une petite réaction sur cette sélection? Est-ce qu'il y a des trucs qui vous ont donné envie? Pas du tout, ou pour l'instant... Ouais, Jojo Rabbit, vraiment, comme je t'ai dit, la bande-annonce, bon, ça m'énerve un peu en 2020, les bandes-annonces, ça dure 8h30 et on compte le film entier, mais vraiment, ça m'a vraiment donné envie parce que... Ouais, ça a l'air bien marrant, ça a l'air d'être joli, donc pourquoi pas. Darkwater, je le verrais bien dans le sens où... Ouais, c'est un peu comme si c'était un docu vu que c'est sur une histoire vraie, donc à voir, ça sera pas dans mon top 3 des films à voir, mais pourquoi pas. Par contre, en avant, ouais, c'est sûr et certain que vraiment ça m'intéresse pas du tout. Voilà, j'ai vraiment d'autres choses à voir. Un jour peut-être je tomberai dessus dans 10 ans, je me dirais ouais, tiens, pourquoi pas. Voilà, mais là pour l'instant vraiment, ouais, c'est pas du tout le genre de film qui m'intéresse, quoi. Vincent, toi, un petit débrief sur ces... Moi je pense que je vais aller voir Bird of Prey parce que je trouve que je l'ai bien vendu. Attends, mais tu l'as vu? Non, mais... Quel escroc! Quel escroc, putain! Payez-moi! Non, en avant, je pense que j'irai pas le voir non plus. Je le regarderai Je regarderai. Et je regarderai avec mon cousin qui habite aux États-Unis sur Disney+. Et voilà. Mais Darkwater, je me connais, il me tente énormément, mais je sens que c'est un film devant lequel je vais être. Tu vas t'endormir. Ouais. Mais en même temps, je vais me faire chier, tu vois. Ouais, tout à fait. Oui, j'ai pas dit pour Dark Waters, et Anna Tawai qui a vraiment fait une super performance, très 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 bonne actrice, et elle relève même l'intérêt qu'on a pour le film. Elle est vraiment très très bien. Et maintenant, c'est l'heure de jouer, les amis. On arrive bientôt à la fin de l'émission. On est dans les dernières 20 minutes. On va jouer avec vous dans le chat. Alors chaque semaine, on fait un nouveau jeu. Le but, c'est d'essayer de trouver un truc qui nous fait marrer. Et alors cette semaine, jouons, nous dit Fan du Frère. On va jouer ensemble. Alors là, vous allez me dire dans le chat, vous avez le droit de répondre dans le chat aux questions que je vais poser. Le concept est simple. Vous allez me dire si vous comprenez. Oh, Katoche. Salut Katoche. Le concept est simple. Katoche, c'est Lulu, non? Non. Gaëtan. C'est le concept du jeu. Je suis allé chercher des synopsis. Donc des synopsis. Non, il n'y a pas de requin, Katoche, t'inquiète pas. Je suis allé chercher des synopsis. Donc les synopsis, c'est des résumés, si vous préférez, de films français. Des vrais résumés. Et je suis aussi allé chercher des faux résumés de films français générés par des intelligences artificielles. Donc je vais vous lire plusieurs résumés et vous allez me dire, et vous avez le droit de débattre, si pour vous c'est un vrai film qui existe ou c'est un faux film qui a été inventé par une intelligence artificielle. Donc voilà, on va voir. On les fait dans l'ordre, tu les fais pas tous Non, c'est les uns après les autres. Ok. Voilà. Donc on va passer en mode jeu. Voilà, il y a jingle, le jeu. Et voilà, et donc je vais vous lire je vous lis le premier synopsis. Vous allez me dire si c'est vrai ou faux. Patrick Sébastien. Adrien, joué par Patrick Sébastien, et Karim, joué par Smaïn, l'humoriste, en vogue il y a plusieurs années. Deux baroudeurs qui s'ennuient vivent à Saint-Germain-les-Glands. L'approche du bal de printemps est l'occasion pour le village de faire la fête, mais nos deux compères veulent changer la donne. Ils verseront des substances illicites dans la tireuse à bière.
Isolé en province, loin de tout, le village ne tardera pas à s'enfoncer peu à peu dans la démence. Ils deviennent tous fous. Une partie du village basculera dans une transe au son de l'accordéon qui ne s'arrêta plus, tandis que d'autres plongeront dans la folie et la débauche. Voilà le synopsis de ce film. Mais je vois pas Patrick Sébastien jouer dans ça, moi, donc c'est faux. Patrick Sébastien a joué dans plusieurs films. Ouais, c'est sûr. Notamment dans les années 80-90, surtout. Mais en fait... Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, il y a des parties qui pourraient être entre guillemets vraies, tu vois, le truc de voilà, mettre des substances dans la tireuse à bière et tout, mais je trouve que ça fait un petit contexte, tu vois, genre. Ouais. Pourquoi faire un film juste une soirée dans un village perdu qui partira un peu en cacahuète sans, enfin, je sais pas, je trouve ça un peu fou, mais après d'un côté, voilà, c'est. Enfin, des nanars et des trucs un peu flingués, il y en a quand même un paquet tasse, quoi. Donc, Moi, vraiment, hein, l'idée qu'il y a un tel rôle avec une telle profondeur du personnage, je ne vois pas Patrick Sébastien là-dedans. Je suis désolé. Ouais, moi, je suis comme le chat. Hein, non, vous êtes sur du faux. Ouais, je pense que pour moi, c'est un fake aussi, quand même. Alors, on a Fkiz, salut tout le monde qui nous dit un petit côté very bad trip. Et alors là, les gars, la réponse c'était faux, évidemment. C'était un truc créé par une intelligence artificielle qui s'appelait Diablerie au pays du bal musette. Oh là 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 là. Le Patrick Sébastien dans son meilleur rôle. Le titre est énorme. Mais on fera une spéciale film français pourri parce que Patrick Sébastien a réalisé et a joué dans un film surréaliste qui s'appelle Thème, T'-A-I-M-E. Et ça, c'est vraiment incroyable. Vous avez eu du flair, mais est-ce que vous en aurez autant pour le prochain film? Je vous le lis. Le Taboulistan est un minuscule pays fictif, quasiment inconnu du reste du monde. Son seul atout de notoriété est d'avoir inventé le taboulé. Hélas, les Libanais leur ont volé la recette. Leur chef aimerait faire connaître son pays. Par conséquent, deux demi-frères taboulistanais, ça me fait rire, des bergers nommés Mouzaffar, joué par José Garcia, et Férouz, joué par Michael Youn, sont envoyés en France par leur président pour faire la promotion de leur pays. La méthode retenue, le terrorisme publicitaire. Leur objectif est de détruire la Tour Eiffel à l'aide d'un avion. On nous dit vrai dans le chat. Ah oui, t'as le titre et tout. Alors, donc pour vous, c'est du vrai, cette histoire de Taboulistan, etc. Vrai, c'est tellement fou, mais José Garcia et Michael Youn, du coup, ouais, ça, franchement, là, du coup, ça me choquerait beaucoup moins que ça soit vrai. Ouais. D'accord. Film de merde, mec, je suis quasiment bâtard. Vincent. Je l'ai vu. Bon, on va pas faire durer le suspense. C'est en effet le film Vive la France. Oh là 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 là. Avec José Garcia et Michael Youn. Vous verrez l'affiche. C'est extrêmement vendeur. Hein. Le film à Perpignan. Ah oui. Écoute, avec le gros côté Borat quand même. Hein. Complètement. Oui. Ah oui, mais c'est même complètement assumé, hein, je crois. Borat. Voilà, que dire de plus? Un film qui ne restera pas dans l'histoire du cinéma français. Et non, malheureusement. Réalisé par Michael Youn. Donc voilà. On va passer au prochain. Je sais pas quoi dire dessus. Putain. En tout cas, si on comptait les points, t'aurais double point parce que déjà tu l'as vu, donc c'est dur. et tu connais le titre. Donc bravo. Presse F dans le chat pour pay respect tout Vincent qui a vu ce film. Le prochain film, Mourad Ben Saoud, joué par Kad Merad, franco-algérien, se fait passer pendant de nombreuses années pour Dino Fabrizi, un Italien qui travaille à Nice dans une concession Maserati. Son supérieur, Charles, décide de prendre sa retraite et doit choisir un successeur entre Mourad et Cyril, un raciste incompétent. Au cours d'un repas de famille, le père de Mourad, après une démonstration de claquettes, fait un malaise et demande à son fils de jeûner à sa place pendant le mois du Ramadan. Mourad se retrouve alors pris au piège de sa double identité. Donc ça sonne tellement. Je crois que j'ai vu. Ouais. Dans le chat, on nous dit que c'est un film qui s'appellerait l'Italien. On nous dit vrai. Je sais pas vous. Il y a du racisme, il y a des clichés et il y a Kad Merad, mec. Ça me dit énormément quelque chose et je pense que c'est pas impossible que je sois tombé sur ce truc. Mais gros, c'est sûr, ça existe. Pour vous, c'est vrai. Donc voilà, donc c'est un Algérien qui se fait passer pour un Italien et qui est français. Enfin voilà, je veux dire, il y a tout ce qu'il faut pour faire un film français. Requel, il me dit les films, s'ils sont vrais, est-ce qu'ils sont sortis en salle ou pas obligés? Ils sont sortis en salle. Ils sont sortis en salle. Et c'est en effet le film, et c'est en effet le film qui s'appelle L'Italien. En effet, fan du frère, t'avais tout à fait raison. L'Italien, un film de Olivier Barou de KDO, qu'on s'appelle Dino ou Mourad. On est tous égaux, surtout quand on s'appelle Dino, un film qui dénonce. J'arrive pas à croire comment on peut penser que Kad Merad est italien, mais sûrement. Non mais.
Un film qui décroche les étiquettes. Ils ont, ouais, et qui en collent d'autres à la place. Pas de nom, mais on dirait Johnny Seed, bah après voilà quoi. Ah oui, c'est vrai, on dirait plus un acteur porno qu'un italien, mais bon, écoute, ça c'est chacun. Hein. Un film qui a, je crois qu'il est rentré dans ses frais, mais il a pas plus marché que ça. On va passer au prochain film français, vrai ou faux, vous allez me dire. Julie, jouée par Adèle Exarchopoulos, devenue tétraplégique à la suite d'un accident de chien de traîneau, a toujours voulu danser. Brisée physiquement et moralement, elle rencontre Marc, joué par Raphaël Personnaz, un ancien chanteur de boys band tombé dans l'alcool. Ensemble, ils se lancent dans un concours de danse qui bouleversera leur vie autant que leur certitude. Plus difficile celui-là, vrai ou faux? Ouais, de ouf, parce que ça... Enfin, pour moi, ça pourrait être quelque chose... Ça pourrait être un film avec un mauvais scénar, mais ça pourrait marcher, quoi. Exactement. Ouais. Après, est-ce que Adèle Exarchopoulos, là, enfin, bref, je me rappelle pas l'avoir vu dans un rôle de tétraplégique. Après, c'était peut-être au tout début de sa carrière, hein, ça c'est... Ah oui, ouais. C'est pas facile. Hein. Accident de chien de traîneau, elle a voulu être danseuse. On voit bien ce genre de film quand même. Hein. Elle rencontre quelqu'un. Bah, en fait, sur la première partie, c'est une chose. Après, un ancien chanteur de boys band, voilà, l'alcool, ça fait un peu trop cliché pour que ça soit genre vraiment l'algorithme, tu vois, je trouve. Ouais, après, les films français, c'est cliché aussi. Hein. C'est ça. C'est vrai. Les films français sont très 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 clichés. Je vais dire vrai parce que ça me paraît très plausible pour un film français moyen. Donc Vincent, tu dis vrai. Comment on pourrait participer à un concours de danse si elle est devenue tétraplégique? Mais parce il y a ça aussi qui joue quand même, tu vois. Merci de poser les bonnes questions. Oui, mais moi je me dis elle est sur un fauteuil, il faut un numéro où elle est dans un fauteuil et tout. Alors après, je ne connais pas exactement la définition parfaite si tétraplégique veut dire complètement au niveau du corps, mais pour moi c'est faux. Pour toi c'est faux, pour toi Vincent c'est vrai? Mais le truc c'est que Adèle en tétraplégique vraiment ça me dit rien, mais j'ai envie de dire vrai parce que ça me paraîtrait tellement quoique même pas en plus parce qu'à tous les coups il aurait été récompensé par les Césars avec un scénario comme ça. Après on connaît pas non plus tous les... il y en a eu quand même un paquet tasse. La France c'est 120 films par an quand même, hein, faut pas oublier. Ouais, ça c'est vrai. On regarde la réponse. Moi je vais dire vrai. Non, eh bien c'était faux. C'était faux. Un truc généré par l'algorithme qui s'appelle La Grande Scène au fond à droite. Incroyable ce titre. C'est où pour les handicapés? C'est La Grande Scène au fond. Mais c'est ça. Oh là là. C'est incroyable. Ou alors il se fout un peu de la gueule de la meuf qui fait toujours semblant. Ouais, c'est la grande scène là-bas au fond. Ouais, voilà, au fond à droite, c'est ça. Allez, prochain film, vrai ou faux. Christian Clavier, déjà, se met dans la peau d'un riche collectionneur d'art, menant un quotidien sans surprise dans le 16e arrondissement de Paris. Son destin prend un tournant rocambolesque au moment où il se rend compte que sa nouvelle collègue est obèse. Je dirais que c'est vrai parce que je crois, enfin, ça me dit vraiment, pareil, un film que j'ai vu, parce qu'en plus, je vois vraiment Christian Clavier, tu vois, avec ses tableaux, avec ses conneries. Mais tu es obèse! Mais tu ne peux pas collectionner des tableaux, tu es obèse! C'est ça, je dirais vrai, tu vois. Alors, tu dirais vrai, et Vincent, tu dirais quoi, toi? Déjà, je remarque que cette fois, il n'y a pas eu le nom du personnage joué par Christian Clavier, tu vois. Donc ça, je me dis, ça c'est créé par un algorithme à la con. Ouais. Donc je vais dire faux. Ok, on a les deux. Après, il y a un truc intéressant dans le chat, c'est Floud là qui dit la grossophobie ça va pas. Mais je pense qu'il y a, enfin maintenant, vu qu'on te met vraiment on s'appelle un peu des quotients, enfin des ratios des quotas, de genre, enfin les quotas, voilà, le meilleur mot. De films que ça m'étonnerait pas en fait maintenant qu'on puisse vraiment parler un peu de tout, mais pour moi je dirais quand même que c'est vrai. Il y a une émission aux États-Unis, je crois, ou c'est non peut-être pas aux États-Unis, mais en gros c'est obèse ou enceinte et ils font venir une nana. Oh shit, on va faire ça, prochain stream. Et ils font venir une nana sur le devant de la scène et il y a quelqu'un. Alors, elle est grosse ou elle est enceinte? Oh non, c'est chaud. Ouais, donc la grossophobie, ça vend quand même. Ouais, c'est sûr. Mais surtout que, alors, au-delà de parler de grossophobie, il y a un film qui va sortir bientôt qui s'appelle Forte, avec Mela Bedia, la sœur de Ramsey, qui va jouer son propre rôle. Elle est un petit peu ronde.
et elle va et c'est une fille un peu garçon manqué qui décide de se féminiser en faisant du pole dance. Ça c'est voilà, ça pourrait être dans un générateur aléatoire, mais c'est vrai. Et donc peut-être que ça sera bien. J'ai vu l'abondance il y a pas longtemps, ça a pas l'air affreux. Je sais pas si j'irai voir ce film, mais ça a pas l'air affreux. Et donc japonais ou chinois? Pourquoi japonais ou chinois? Katoche 94, j'ai pas compris. En tout cas, est-ce que vous décidez de manger ce soir ou c'est quand Ah non. Est-ce que vous voulez qu'on vous aide à choisir? On fait conseil Chinois, aussi. c'est la bonne période. Ouais, c'est ça. En tout cas, Christian Clavier qui est collectionneur d'art. Johan, ça te disait quelque chose? Eh bien, tu as pas tort parce que en fait, c'est complètement faux. C'est du fake total. C'est bien ça. C'est du fake total et ça s'appelait le gros lot. Ça pourrait tellement exister. Exactement. Et donc on va passer au dernier. Gros lot. C'est exactement. Le 18 décembre avec du popcorn. Dernier film, vrai ou faux, vous allez me dire. Un petit peu long celui-là. Marie, jouée par Lolita Chama, que je ne connais pas, une sage-femme de 30 ans, apprend qu'elle est enceinte de son copain, un kiné du 11e arrondissement de Paris. Elle décide aussitôt de filer au Pays Basque, annoncer la nouvelle à son père, joué par Didier Bourdon, un charcutier basque. Thomas, qui n'a jamais été présenté à sa belle famille, décide de saisir l'occasion pour lui faire une surprise et arrive sans prévenir dans le village basque. Gabi découvre avec horreur que son gendre est vegan. Charcutier versus vegan parisien, lequel convertira l'autre à son régime alimentaire. C'est pas du tout le cancer, ce scénario. Ouais, non, ça peut pas exister. C'est pas possible. Il y a bien quelqu'un qui s'est dit non, mais ça passera jamais si on fait un truc comme ça. Un charcutier basque contre un vegan parisien. Yoann, t'en penses quoi, toi? Yoann? Je sais pas, Non, c'est faux. Ouais, pour moi ça fait gros quoi. Mais après c'est tellement détaillé aussi. En fait, j'ai remarqué que quand même l'algorithme en général arrive pas forcément à faire des trucs genre ultra complets. Ouais. Et donc si on suit cette logique, pour moi ça fait un peu gros. Mais enfin, tu vois, moi le court-métrage qu'on a fait donc pile poil, en vrai ça reste dans le thème. Alors on n'a pas ce côté végan contre parisien là, enfin végan contre charcutier, mais c'est aussi un peu rocambolesque. Mais ouais, je sais pas, ouais non, je pense que c'est quand même gros, donc je pense que. Mais c'est surtout, moi il y a un truc qui m'avait alerté déjà, c'est son copain, un kiné du 11e arrondissement de Paris. En quoi c'est un adjectif le fait qu'il soit du 11e arrondissement? Parce qu'en fait il a des sous tout ça et il va rencontrer son beau-père c'est le bobo riche par exemple. Voilà, c'est ça, le bobo contre le mec du terroir basque, charcutier, et voilà, c'est le choc des générations, des cultures, tout ça. Donc vous dites faux? Dans le chat ça dit faux, hein. Moi je dis faux, ouais. Ouais, je dirais faux aussi, ouais. Eh bien, c'est vrai. C'est un film qui s'appelle 100% bio, qui n'est pas encore sorti. C'était ça un peu le piège. Ah non. Mais voilà, et vous voyez l'image de tournage, c'est la seule image que j'ai pu choper du film. Donc c'est une preuve. Je me suis dit, je peux pas ne pas montrer de preuve que ce film existe. Donc voilà. Et sacré miche de pain quand même. Hein. Oui, c'est clair. Faut le soulever aussi quand même. Et donc voilà, donc ça sent les bons sentiments, la tristesse, tout ça. Même le titre qui s'appelle 100% bio, je trouve ça un peu. Triste. Merde. Donc voilà, 100% bio, un film sur le choc vegan, pas vegan. Merci les gars d'avoir joué à ce magnifique. Mais il faudrait peut-être faire un film sur peut-être chocolat et pain et chocolatine, pain au chocolat et chocolatine. Mais honnêtement, ça m'étonnerait pas que ce soit en chantier. Et je crois que 100% bio, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que 100% bio, c'est le réalisateur de Camping, Fabien Antoniente, qui va être. Oh non, putain, mais alors lui, c'est vraiment le réalisateur du cancer, les gars. Ouais, non, mais... Voilà, c'est triste. Je crois bien que c'est lui, hein. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois bien que c'est lui. Les amis, on est pile dans les temps. On va se quitter avec les sorties. Je me suis dit, ça pourrait être bien de c'est les sorties de la semaine, là, maintenant. Les sorties de la semaine. Ah non, oh merde. Attends, il nous manque un truc, c'est vrai. Excusez-moi. Oui. Il nous manque l'analyse. C'est vrai. En fait, c'est juste que j'ai un truc sur le feu, c'est pour ça. Non, tout à fait. Putain, j'avais zappé qu'il y avait quand même l'analyse. On va faire 10 minutes sur l'analyse. Comme la dernière fois, ça vous avait plu, les amis, on avait analysé une séquence de Spider-Man, le New Generation, Into the Spider-Verse en version originale.
parce qu'on traduit de l'anglais par de l'anglais en France, on est très fort. Ça, c'est un petit peu de spécialité. Je me suis dit, on a Johan qui est extrêmement calé dans tout ce qui est plan séquence, et donc on va analyser ensemble un plan séquence. Vous pouvez ouvrir la vidéo, les amis. On va passer de suite dans la vidéo. C'est le plan séquence sur l'autoroute de La Guerre des Mondes. Là, la vidéo est en train de tourner. La Guerre des Mondes, un film qui est sorti dans les années 2000, début 2000, qui parle de la peur du post-11 septembre, réalisé par Steven Spielberg. Les sous-titres sont en chinois, me demandez pas pourquoi, ou en japonais. C'est Tom Cruise, voilà. oui. C'est Tom Cruise qui joue dans La Guerre des Mondes, et un plan incroyable que tu vas nous commenter. Parle-nous technique, Johan, je te laisse la parole. Alors, donc j'ai déjà vu le film et je suis déjà tombé sur cet extrait-là. Il faut savoir que du coup, je dis direct de ce que c'est ou pas? Vas-y, je t'en prie. Ok. Il faut savoir que voilà, l'extrait dure 2 minutes 20 ou 2 minutes 30, et en fait, à partir de la 10e seconde, on est dans du totalement CGI. En fait, la première partie, donc les 10 premières secondes. CGI, juste, je me permets de te couper, CGI, c'est image de synthèse. Voilà, c'est ça. Donc en fait, les 10 premières secondes sont réalisées en image réelle, donc on suit vraiment une voiture. Ouais. Et à un moment, on peut le voir que la caméra porte sur le côté droit de la voiture. Il y a un énorme fondu au noir avec un cut. Et quand on revient, on est en fait en studio. Là, on peut le voir. Et le gros indice, c'est que vous avez ce côté shaky cam, c'est-à-dire que la caméra tremble non-stop. Et c'est vraiment pour donner, pour cacher en fait le fait qu'on puisse se focaliser sur ce fond derrière. Et si vous regardez bien, et ça c'est le truc qui m'a choqué vraiment tout à l'heure quand j'ai regardé, c'est que la voiture ne se déplace pas comme une voiture qui ferait genre gauche, droite, et le cul suivrait. C'est toute la voiture se déplace de façon totalement linéaire. Vraiment en fait comme si on déplaçait une voiture sur les vieux jeux de l'époque quand on est sur la partie donc intérieure. Et après à la fin sur les 10 dernières secondes, à un moment il y a une sorte pareil de cut qui est fait sur un flou mais qui est très très subtil, et là on revient sur une image réelle où oui, parce que tu as un plan grue à la fin qui va arriver bientôt. Je pense que toute la séquence là est réalisée en fait sur un rush and arm, parce que le matériel qu'on parlait tout à l'heure. Donc ce qu'on voit en réel derrière, donc qui est projeté sur le studio, qui est incrusté sur le studio fond vert, est tourné réellement par une caméra sur un rush and arm, puisqu'elle en fait du début à la fin, et c'est juste que la partie du milieu a été coupée et incrustée pour avoir ces côtés. Là on est reparti, on le voit la grue, le plan grue. Et là on réincruste la voiture et on réincruste les. Donc en fait tu me dis qu'il y a deux séquences qui s'alternent. Tu as un plan extérieur avec une vraie voiture qui roule. Ensuite on a un raccord quand il passe sous le tunnel en studio. Donc toute la performance qu'on voit des acteurs, c'est assez bluffant d'ailleurs je trouve. Ce plan séquence il est très 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 prenant. Elle est en studio en fait. Avec une caméra je pense qui est montée sur un bras robotique. C'est ça. Qui d'ailleurs rentre, là on le voit sur la plage arrière de la voiture, j'ai remis la vidéo au début, qui rentre dans la plage arrière de la voiture, en fait là il y a aucune limite, t'as l'impression que la caméra c'est l'équivalent de Dieu, en fait elle est partout, elle peut être partout cette caméra. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces séquences-là, comme ça, quand tu dis on rentre à l'intérieur, c'est qu'en fait, il y a 95%, voire 100% de chances qu'en fait, les vitres de la voiture, quand ils sont en studio, n'existent pas. Elles sont recréées en post-production. Elles sont recréées en images, ce qui permet, en fait, au montage, de pouvoir passer à travers une vitre, du coup, qui n'existe plus au moment où on passe. Mais du coup, ça demande un énorme travail, parce que du coup, il faut que le reflet dans la vitre corresponde à ce qui est en réel derrière. Donc, ça demande beaucoup de travail. Et là, voilà, moi, j'ai un petit peu le délai, mais quand on s'écarte de la voiture, on voit clairement que l'image, du coup, c'est pas la même texture, ça change un petit peu. Il y a quand même un travail, parce que du coup, au moment où on revient vers l'avant de la voiture, et après on repart. Et donc du coup, il y a 3 séquences. C'est assez bluffant, sachant qu'on est en 2005 à l'époque. Ouais, c'est ça, 2005, tout à fait. Merci Vincent. J'avais oublié la date, tout à fait, c'est vrai. C'est assez ouf. Je pense que ça devait faire partie des grosses séquences en termes de prépa, de montage et de post-production du film, parce que vraiment, pour le coup, c'est vrai que elle est assez compliquée et elle est balèze. C'est vrai que quand on se met on nous dit ça parle de tracking dans le chat. Oui, le tracking pour les backgrounds, j'imagine. Tu parles. Bien sûr.
Je pense qu'il y a la partie arrière de la voiture qui est recréée numériquement aussi. Ça, c'est juste perso. Ça expliquerait aussi le fait qu'on la voit entre guillemets jamais assis en arrière. Et qu'en fait, à mon avis, même donc du coup le siège sur lequel elle est assise, c'est faux, c'est un cube, c'est du bois, c'est quelque chose d'autre qui est entièrement. Ouais, il y aurait comme un bout de voiture, tu vois. Enfin, c'est ce que tu essaies de. Ouais, mais putain, c'est fou. Tu ressors de la. Voilà. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est ce qui rend la séquence folle, c'est ce plan grue à la fin. Qui nous dit mais en fait le spectateur entre guillemets lambda va pas se rendre compte de ça, mais tu te dis ok, là j'étais avec eux avec une caméra qui est rentrée dans la voiture, qui s'est écartée, et à la fin elle se lève, donc ça veut dire que c'est sur une grue depuis le début. Psychologiquement tu te dis ça, c'est incroyable de se rendre compte de ça, et c'est là que tu vois Spielberg est fou en fait, parce qu'il te fait des plans dingues. Et alors là juste on va sortir de la technique avec un petit peu moi l'analyse que j'en ai de la séquence, c'est et puis Vincent aussi tu me diras ce que t'en penses, mais le plan séquence a plusieurs intérêts au cinéma. Généralement, c'est soit pour te montrer la géographie d'un lieu, donc pour que, comme les personnages, tu découvres un lieu, et donc dans ta tête, tu te fais une carte mentale d'un lieu. Ou alors c'est pour te faire rentrer dans la frénésie d'une action. Et là on est typiquement dans la frénésie de l'action. On a, vous avez pas le son là, hein, mais parce que je préfère qu'on parle dessus plutôt. Si vous avez envie de voir le film, regardez-le, il est très bien en plus. Même s'il a quelques défauts, il est quand même plutôt bon. On a la gamine qui crie, la panique. On vient de découvrir les extraterrestres. La guerre des mondes, c'est une invasion extraterrestre. Et on voit comment cette petite famille monoparentale essaie de s'en sortir face à une invasion extraterrestre, et donc la panique qui en découle, les rues qui sont bouchées, les gens dans la rue, tout ça, et cette tension, un peu comme 1917, elle nous est apportée grâce à la technique, grâce au plan séquence. On voit aussi que j'ai l'impression que le rétroviseur n'est pas totalement centré au milieu. J'ai l'impression qu'ils l'ont un petit peu décalé. Pour moi, il est même rajouté en post-prod, le rétroviseur. Il y a de très grandes chances, effectivement. Ouais, parce que du coup, même tu vois un petit peu ce qui pourrait se rapparenter à une ventouse, ou comme tous les systèmes qu'on a un peu maintenant. Là, on se dit ça tient sur rien du tout. Ça peut pas être vissé dans un pare-brise. Donc, mais là, enfin, vraiment, on le voit. Hein, que si tu regardes bien, si on se concentre sur l'arrière, vous voyez la voiture qui se déplace vraiment, tout le bloc qui fait vraiment des gauches-droites. Et c'est là où on peut du coup vraiment se rendre compte que ça trahit le faux. Mais on dit ça me fait penser un petit peu au début de World War Z. Ouais, c'est vrai, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de... Pour avoir vu World War Z, je trouve que la guerre des mondes est bien plus prenant et bien plus stressant. Grâce notamment à ce superbe plan séquence qu'on va... Je retrouve un petit peu ce que tu disais, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que le plan séquence, c'est un plan qui est aussi très intrusif. Tu les suis, là, tu suis toutes les informations à la minute qu'ils reçoivent. La panique, et je trouve que c'est un plan qui se marie bien avec l'action. Ah bah totalement. Surtout qu'il y a un truc qui est bien balèze, c'est que je sais pas si vous voyez, mais on laisse à l'arrière de la voiture les deux vitres tout au fond ouvertes pour vraiment donner aussi l'indice de regarder, la caméra passe par là, mais en fait c'est vraiment du fake parce que la caméra ne passe absolument pas par là, quoi. Donc c'est exactement. Et c'est typique de Spielberg. Vous remarquerez que Spielberg fait souvent des petits plans séquences qui sont pas très long, ça dépasse rarement les 2 minutes 30, et c'est des plans séquences qui sont faits pour qu'on se rende pas compte que c'est des plans séquences. Et c'est juste pour avoir un effet sur le spectateur. Et moi je trouve que les meilleurs réalisateurs sont ceux qui ne font pas ça pour se la péter, mais qui font ça juste pour, ils se disent là c'est quoi le meilleur moyen d'impacter le spectateur, là c'est un plan séquence, on fait le plan séquence, et c'est là que ça marche le mieux, parce que quand tu regardes ce film pour la première fois, tu ne captes pas, mis à part voilà nous qui sommes dans le milieu, mais tu ne captes pas que c'est un plan séquence, et juste tu vis l'action, t'es un peu stressé, t'es même, enfin voilà, c'est très très haletant, et il y a plusieurs petits plans séquences dans le film qui sont toujours là pour remonter le stress d'un niveau, et je pense même que là je revois la bande tournée, quand la caméra s'éloigne de la voiture, déjà ça apporte du dynamisme, mais surtout ça permet de raccorder plusieurs petites séquences en voiture, c'est pas la même prise en réalité, mais c'est très intelligent, c'est très intelligent de la part de Spielberg. Big up à l'intro de Star Wars 3 la même année. Ouais, c'est vrai que la même année on avait l'intro. Ça a été une bonne année. Putain, ça c'est clair. Ouais. Mais l'intro de Star Wars 3, elle était très bien fichue, mais elle était vraiment full numérique. Et c'est de l'animation. Ça passe encore. Non, mais rien à dire. Rien à dire. Tu es dedans. Hein, c'est super bien fait. C'est clair, c'est ce qui se faisait de mieux. Et je vais même te dire, Jurassic Park passe encore de 1994 et ça passe encore. Parce que c'est vraiment incroyable.
Le début de Life est sympa dans son style également. Life, origine inconnue ou Life, j'ai pas vu sinon Life. Ouais, je sais pas. Et d'ailleurs, est-ce que c'est confirmé qu'il y a encore une suite à Jurassic Park là? Bien sûr. Alors Jurassic World 3 Dominion. Ah oui, Dominion. Voilà, c'est le titre de travail. Alors, est-ce que ça sera vraiment le titre à la fin? Je pense Moi, que il me Dominion. tarde, hein, ouais, moi aussi. rien, J'avais beaucoup aimé Fallen Kingdom perso. Mais voilà. Ouais, très, très cool. Mais pareil, encore une fois, on se dit, voilà, c'est une franchise qui marche. Donc, du coup, on surenchérit. Et... C'est vrai. Et ils vont faire revenir tout le casting original. Sam Neill. Merde, elle a gagné un Oscar cette année. J'ai plus son nom, mais elle est excellente. Mais attends, il va y avoir les enfants aussi? Ça, je sais pas. Mais il y aura Jeff Goldblum et il y aura. J'ai du Judi Dench dans la tête, mais c'est pas elle. Bref, celle qui joue Holdo dans Star Wars 8 aussi et qui a gagné cette année pour Marriage Story. Très bon personnage. Voilà, j'ai oublié son prénom. Je suis désolé si dans le chat vous l'avez, je suis preneur, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, on verra bien. Ça, c'est Colin Trevorrow qui revient à la réalisation. La fin du 2 était super. La fin du 2 de World War n'importe quoi Jurassic World Fallen Kingdom était très bien. On verra, c'est prometteur. Inch'Allah. En tout cas, voilà, les plans séquences au cinéma, ça te plairait de bosser pour un réal comme Spielberg ou quoi? Enfin, c'est un petit peu con comme question. Bah non, mais... absolument. Non, mais je sais que c'est un peu con comme question, mais est-ce que Hollywood t'appelle, est-ce que tu dis non, je préfère rester en France, bosser pour le cinéma français, ou t'en as rien à carrer et tu pars direct? Je suis sur qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu 3 là actuellement. Après, il faut savoir que c'est vraiment pas du tout le même milieu, pas du tout le même métier. Hein. Tu vois, juste pour te donner juste un exemple à la con, le métier de machinot en France, ça a des milliards d'années du machinot aux États-Unis, dans le sens où genre aux États-Unis, ils se font chier. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, t'as un mec qui est là, qui est le carpenter grip, qui est juste là pour mettre les cales sous le rail. C'est-à-dire qu'il ne sort pas le rail, il ne met pas la caméra sur la dolly, le chariot caméra sur les rails, il est juste là pour caler. Donc il y a vraiment, en fait, là-bas ils sont excellents, les mecs. Au bout de 25 ans, ils sont monstrueux, mais ils ont chacun une tâche, et donc du coup, c'est vraiment pas le même métier. Donc voilà. Écoute, en tout cas, si tu es dans si on te retrouve au générique d'un grand film, on le sera pour la première fois ici dans cette émission, bien sûr. Les amis, cette fois-ci, c'est vraiment le moment de nous quitter. On va finir avec les sorties ciné. En tout cas, merci pour cette petite analyse de plan. Voilà, on est allé tranquillou sur celle-là, mais c'est vrai que c'est intéressant de découvrir des choses qu'on ne remarquerait pas. Et moi, j'avais aucune idée qu'il pouvait avoir un raccord en studio. Tu vois, je m'étais plutôt dit, ils sont allés. Je sais, en fait, j'avais aucune idée de comment ils ont fait ce plan, et c'est cette petite magie que j'avais bien aimé et que tu as cassé en moi. Et ça me fait beaucoup de. Ça me rappelle un court-métrage que j'avais vu, des petits jeunes qui ont essayé de faire quelque chose dans une voiture aussi en studio avec un fond. C'était pas très bien réussi. Stop, ça s'appelait, je crois. Ah oui. C'est une petite private joke, c'est un court-métrage qu'on avait fait ensemble. Un jour on regardera, un jour je réunirai toute l'équipe de Stop avec la réalisatrice que vous avez vue et ça va être incroyable. Quelle chance. Quelle chance. On a tous hâte. Et donc on finit avec les sorties de cette semaine. Qu'est-ce qui se passe dans 2 jours, mercredi en avant, donc je vous en ai parlé de Dan Scanlon. Dans la banlieue d'un univers imaginaire, 2 frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un petit peu de magie dans le monde. Un film des studios Pixar, ça durera 1h40. Et on en a un peu parlé, mais ça vous chauffe toujours pas depuis tout à l'heure? Non. Eh ben merci. Ensuite, oui, c'est vrai, dans 2 jours c'est mardi. Écoute, chacun ses problèmes. Hein. Invisible Man, très très bonne surprise au passage. Oui, Flood, je l'ai pas vu, je le vois cette semaine tout simplement parce que mon cinéma c'est des abrutis qui passent tout en VF et j'ai envie d'attendre que ça passe en VO. Non mais n'écoute pas Flood, il a travaillé sur le film. Non mais Invisible Man apparemment est très 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 bon. Il a que de bonnes critiques. C'est ce qu'ils m'ont dit aussi. De Gaulle de Gabriel Le Beaumain, un film français avec Lambert Wilson, Isabelle Carré et Olivier Gourmet. Je vous lis le synopsis. Mai 1940, la guerre s'intensifie, l'armée française s'effondre, les Allemands seront bientôt à Paris, la panique gagne le gouvernement et envisage d'accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, qui est là, qui est présenté littéralement comme Captain America, enfin Captain France, fraîchement promu général,
veut infléchir le cours de l'histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, qu'on embrasse, je sais qu'elle nous regarde, Yvonne, et son premier soutien, mais très vite, les événements les séparent. Un film sur une histoire vraie, un biopic sur le général de Gaulle. Est-ce que ça vous hype ou pas du tout? Bah moi, j'ai toujours voulu voir quand est-ce qu'il avait absorbé le sérum, du coup, qui a fait de lui le général de Gaulle dont on parle. Le général, tu vois. Exactement, ouais. Mais pas plus que ça. Ouais, moi, il me hype un petit peu, celui-là. J'ai un peu retrouvé cette espèce de qualité de photographie que j'avais vue dans Jojo Rabbit. J'apprécie beaucoup les images qu'on a vues dans la bande-annonce. Ouais. Lambert Wilson, évidemment, au casting, et ça, c'est toujours un plus. Je pense que ça peut être vraiment très bien. Et puis non, moi, tu sais, j'aime bien les films de cette époque-là, les films de temps de guerre, un petit peu comme ça, donc c'est un peu mon péché mignon. Et donc oui, moi, je l'attends, celui-là. Toi, Johan ? Je pense que ça peut être une bonne surprise. Je me dis pourquoi pas. Franchement, c'est encore une fois, tu vois, quand c'est un peu des films qui retracent une certaine histoire, je me dis pourquoi pas. On découvre souvent des éléments, des fois peut-être un peu de précision qu'on ne savait pas, mais ouais, c'est pas quelque chose que je vais mettre sur ma liste, mais pourquoi pas. En tout cas, c'est un film de Gabriel Le Beaumain. Je sais pas ce qu'il a fait, ce garçon, mais en tout cas, film français, 1h49. Ça durera pas très longtemps. On verra les critiques. Je vous avoue que je pense que j'irai plus voir Invisible Man, mais franchement, si j'ai un petit peu de temps, voilà, pourquoi pas. Et on a ensuite Papy Sitter. Alors là, je vais vous le lire, vous allez me dire si c'est une intelligence artificielle qui appelle le truc ou pas. C'est la suite de Babysitting Non, c'est Franck et Karine qui sont obligés de confier leur fille censée réviser son bac à son grand-père, gendarme retraité et psychorigide. La situation se gâte quand l'autre grand-père, Teddy, ancien gérant de boîte de nuit, peu fréquentable, débarque à l'improviste. La cohabitation entre les papys s'avère plus compliquée et Camille va profiter de leur querelle pour leur soutirer de l'argent dans leur sommeil. Non, pour vivre sa vie comme elle l'a décidé. Donc, je pense qu'on passe très vite là-dessus. Pas trop d'intérêt, j'ai l'impression. Film français classique. Français, cliché, basique. Évidemment. Ouais. Et voilà, ensuite, Monos, je sais pas trop ce que c'est. C'est un film de Alejandro Land. Je sais pas du tout ce que c'est, honnêtement, je vais pas m'aventurer dessus, mais je voulais juste revenir à la dernière sortie qui m'intéresse de cette semaine, c'est Woman. Yann Arthus Bertrand qui revient à la réalisation accompagné de Anastasia Mikova, un film sur les femmes, un documentaire, l'occasion de révéler au grand jour les injustices que subissent les femmes partout dans le monde. Il souligne la force intérieure des femmes et leur capacité à changer le monde en dépit des multiples difficultés auxquelles elles sont confrontées. Un film purement 2020, encore une fois, il y a tous les ingrédients. C'est triste. Non, c'est pas triste. Pourquoi c'est triste ? On en parlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Oh putain. Pourquoi c'est triste, Johan ? C'est pas. Je suis très content qu'on ouvre un peu les yeux sur ces inégalités, parce que moi je comprends pas. Tu vois, par exemple, dans mon métier, on est quasiment que des hommes, parce que oui, on se dit voilà, il faut porter des choses, etc. Mais je connais une dizaine de filles qui bossent dans ce métier, donc quand je peux les faire bosser, je le fais. Et en fait, je trouve ça très cool qu'on puisse ouvrir la vision de certaines personnes à ça, mais je trouve ça triste énormément qu'on soit sur une année où on est obligé d'avoir que des trucs comme ça, où on parle que de ça, et du coup j'ai l'impression que ça va devenir en fait une obligation, et que voilà, il faudrait qu'un film sur deux soit ça, que dans chaque film il y ait ça, que un technicien sur deux soit ça, et du coup on va forcer les choses. Tu vois, c'est comme si moi demain on me force à avoir une fille dans mon équipe. C'est pas que ça va me faire chier, mais c'est juste qu'en fait du coup je me dis ok, bah ça y est, en fait on est passé d'un extrême où malheureusement elles n'étaient pas assez nombreuses métier, au côté où on est obligé de te forcer, et donc du coup tu perds une liberté qui au bout d'un moment en fait t'es quand même donc bien sûr, tu vois, c'est un peu la balance qui est. On voit quand même que le métier se féminise un peu. Hein. Voilà, on nous dit ce film était prévu depuis longtemps, c'est la suite de Human et ça va être juste très beau. Mais ça, on s'inquiète pas du tout pour les images et pour le propos qui sera sûrement très juste et très bon. Non, mais voilà, 1h48, un documentaire, ça veut dire que. Alors, documentaire, hein, quand vous voyez ça, ça veut dire que ça va pas passer dans tous les cinémas, malheureusement. Mais voilà, il était à la Mostra de Venise cette année et il a fait quand même plutôt sensation. En tout cas, ça sera bien filmé et je pense que le propos est important. Et c'est sur ces paroles qu'on va se quitter tranquillement. Johan, merci d'être venu. C'est quoi ta prochaine actu là ? De ce que je vais faire ? Ouais.
Du coup là non, c'est vraiment c'est les prochains essais du coup de ce prochain arme où j'espère, s'il faut peut-être d'ici un mois, je pourrais peut-être vous montrer en exclu un plan qui ressemble du coup à ce qu'on a vu tout à l'heure de la guerre des mondes, qui sera pas forcément un plan séquence, mais qui sera dans le même délire, parce que voilà, on reste dans ce côté où on va sur un élément, que ce soit un cheval, une voiture ou n'importe, et qui à la fin peut avoir une montée de grue, parce que du coup c'est une caméra qui est mise au bout de 4 mètres sur le toit d'une voiture, donc du coup on peut avoir des plans de grue un peu gros. Donc s'il faut, je pourrais vous montrer un ou deux plans réalisés avec ce matériel d'ici peu. Mais avec plaisir, et tu reviendras de toute manière. Et toi, Vincent, actuellement, actu un petit peu moi, mes prochains projets, c'est du coup envoyer des CV. Voilà, Vincent de Hiro qui sera juste bientôt juste Vincent. Mais donc, c'est aussi ça la vie. Non, mais là pour l'instant, pendant 2 mois, je suis encore sur quelques trucs, mais rien de très très fou. Okay. Malheureusement. Bah écoute, on te souhaite le meilleur en tout cas, et on se retrouve nous très très bientôt. Je ferai peut-être un live tout seul où on débriefera 2-3 trucs cinéma, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à follow, et surtout on se dit à très très bientôt. Merci Yoann, merci Vincent, à plus. Salut les gars. Ciao tout le monde. Ciao. Je vous préviens, attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John.